Le président. La commission voudrait vous poser quelques questions. Pendant quelle période avez-vous exercé la fonction de procureur du roi? Monsieur Defourny, de 1981 jusqu'au mois de décembre 1995. Le président. Je croyais que vous aviez été nommé à la Cour du travail en janvier 1995. Monsieur Defourny, en janvier 1996. Le président. À quelle période votre successeur a-t-il été nommé à la tête du parquet? Monsieur Defourny. J'ai été nommé juge au tribunal du travail de Charleroi, et pas à la Cour, en janvier 1995. J'ai quitté mes fonctions à Charleroi en décembre 1994, et j'ai été nommé procureur du roi à Charleroi en 1981. Mon successeur, monsieur Marchandise, a été nommé quelques mois après, mais je ne connais pas la date exacte. Le président. Nous avons constaté que près de 10 mois s'étaient écoulés avant la nomination de votre successeur. Savez-vous pour quelle raison ce délai fut aussi long? N'est-ce pas problématique pour la fonction en question? Monsieur Defourny. La longueur du délai est à peu près la même pour la majorité des nominations de magistrats du ministère public ou du siège. Un certain nombre de mois s'écoulent avant la nomination. Si mes souvenirs sont exacts, j'ai moi-même succédé à mon prédécesseur après 8 mois et demi de vacances de la fonction. Je pense que je suis arrivé à Charleroi au mois de juin et mon prédécesseur devait être décédé vers le mois d'octobre ou novembre, ce qui fait à peu près une année judiciaire. Je crois que cette situation est principalement préjudiciable pour les fonctions de chef de corps. En effet, le magistrat désigné pendant la période transitoire ne fait que de l'intérim. Il est évident qu'il n'engagera pas l'avenir de son tribunal ou de son administration sans savoir qui prendra le commandement par la suite. Quand j'étais moi-même procureur du roi, de longs mois se sont passés sans que soit nommé le substitut. Cela désorganise évidemment le travail. Ce n'est pas parce que des magistrats manquent au sein du parquet ou d'une juridiction que les audiences n'ont pas lieu ou que les services ne fonctionnent pas. Le travail reste le même, quel que soit le nombre de personnes occupées. Par conséquent, il faut parfois passer de nombreux jours à remettre de l'ordre dans le service, à combler les trous et à caser des personnes à titre intérimaire dans certaines fonctions, ce qui n'est pas la meilleure solution, mais nous y sommes habitués depuis longtemps. Le président. Qui a exercé entre-temps la fonction de procureur du roi ad intérim? Monsieur Defourny. C'est le premier substitut, monsieur Lambert, qui m'a succédé. C'était le plus ancien magistrat du parquet. Le président. Notre commission s'intéresse à Dutroux depuis 1992. Sa libération conditionnelle datait du 8 avril 1992. Par la suite, de nouveaux dossiers le concernant ont été ouverts en novembre 1993. Ils ont été mis à l'instruction jusqu'en juin 1994. En 1993 et 1994, quelle était votre politique et vos pratiques en matière de révocation de la libération conditionnelle? Monsieur Defourny. D'après mes souvenirs, cette révocation n'intervenait qu'après la condamnation du libéré conditionnel. Lorsque j'ai commencé ma carrière au parquet, en tant que stagiaire judiciaire et ensuite comme substitut, la loi permettait aux magistrats, pour les cas flagrants, de faire réintégrer la prison au libéré conditionnel qui ne satisfaisait pas aux conditions, avec obligation, prévues dans les directives ministérielles,
d'en prévenir le ministre de la Justice ou son administration dans les 24 ou 48 heures. Cette mesure n'était prise que dans les cas graves. Par la suite, je pense que cette pratique a été interdite. La révocation de la libération conditionnelle était décidée après que le libéré conditionnel ait été condamné par le tribunal correctionnel pour les faits sur lesquels on avait enquêté. Le président. Quel contrôle exerciez-vous en matière de libération conditionnelle sur les magistrats de votre parquet? Monsieur Defourny. Normalement, je n'exerçais aucun contrôle. Lorsque j'ai entamé ma carrière, il y avait environ 25 substituts à Charleroi. Actuellement, il y en a 30. Les charges étaient réparties entre eux et la libération conditionnelle faisait partie du traitement normal d'un dossier. Le traitement d'un dossier débute par des demandes d'instruction, des réquisitoires, le travail du substitut à l'audience, l'exécution des peines, l'établissement de rapports et la prise de décision en matière de libération conditionnelle. En général, au parquet de Charleroi, je ne m'occupais que de la partie administrative. Je n'intervenais dans les affaires pénales ou civiles que si des difficultés particulières apparaissaient. Il fallait donc que le magistrat du parquet me fasse part d'une difficulté dans un dossier pour que nous nous concertions à ce sujet. Sinon, je ne m'occupais que de l'administration générale. Le président. Par qui était proposée la révocation de la libération conditionnelle? Monsieur Defourny. C'est le substitut chargé du dossier qui en prenait la décision. Dans le cas, par exemple, de voleurs impénitents qui, à peine libérés, recommencent, si les faits sont vraiment clairs, le substitut peut parfaitement proposer une révocation. À ce moment-là, il doit rédiger un rapport au bénéfice de l'administration dans lequel il explique les charges, les aveux ou non et les circonstances du vol. Il doit résumer intégralement le dossier et mettre une conclusion en ces termes. Je propose la révocation de la libération conditionnelle. Le dossier est alors transmis au département compétent. Le président. La commission a pu constater, à la lecture du dossier, que vous recevez le 16 février 1994 la clôture de l'opération dite Décime. La connaissez-vous et qu'en faites-vous? Monsieur Defourny. Je vais être sincère. Je ne connais absolument pas cette opération. Je ne connais ni son nom, ni sa portée. On peut peut-être me rafraîchir la mémoire. Ces derniers jours, je n'ai consulté aucun dossier traité dans le cadre de mes anciennes fonctions. Mon successeur, M. Marchandise, m'a montré un document sur lequel est indiqué du côté gauche « Vu à classer ». Mon paraphe y figure aussi, mais je ne me rappelle plus de cette affaire. J'ai lu ce document en diagonale, car je n'estimais pas devoir faire plus de recherches dans mes anciens bureaux pour venir devant votre commission. D'après l'allure du document en question, il devait s'agir soit du début, soit de la fin d'une observation. Le président. Était-ce la façon normale de travailler? Il n'a pas attiré votre attention sur l'existence de l'opération Décime et sur le fait qu'un grand nombre d'informations pouvaient être de grande utilité? Monsieur Defourny. En février 94, j'étais encore là. Monsieur Marchandise n'avait pas la responsabilité de cette affaire-là. Je ne me souviens plus, ou alors il faudrait que l'on me rafraîchisse fortement la mémoire. Ni du nom, ni du fait que cette opération aurait eu une incidence importante sur une affaire quelconque. Une circulaire du ministre de la Justice a mis au point un certain nombre de techniques policières particulières dont l'observation qui est, en fait, une filature approfondie. Tous les policiers ont fait des filatures. C'est d'ailleurs l'essence de leur métier. On a un jour codifié cela dans une circulaire à l'usage des parquets.
sans doute pour que ces filatures se fassent convenablement et qu'elles ne soient pas des coups fourrés. Cette circulaire pouvait apaiser tout le monde, magistrats et policiers, prévenus et témoins, mais elle a donné lieu à la rédaction de rapports, à une certaine paperasserie. Parfois, en tant que procureur du roi, je me demandais si les policiers devaient nécessairement avoir l'autorisation du procureur du roi pour rechercher des infractions ou pour faire une filature. Dans de nombreux cas, s'agissant d'une observation, il n'existait pas encore de dossier au parquet. Il était bien convenu que si la filature donnait des résultats, elle devait donner lieu à un procès-verbal clair et net, qui pouvait servir en matière judiciaire pénale. De par la circulaire, le rapport sur la méthode suivie et sur le respect de certaines règles était obligatoire. Le rapport était dans mon secrétariat. Il y était conservé et pouvait être ressorti à tout moment. Je ne me souviens absolument pas de cette opération décime, et je ne me souviens pas qu'elle ait été importante. D'après ce que M. Marchandise m'a montré, il devait s'agir d'une observation. Des observations fines, précises en relation directe avec un gros dossier qui devait sortir. Je n'en ai pas connu. Les observations sont généralement des méthodes préalables quand il y a peu de soupçons, de preuves. Une observation préparait habituellement une perquisition. 9 observations sur 10 ne donnaient rien du tout, et les rapports étaient simplement à classer dans mon secrétariat. Le président. La commission a également constaté que le premier substitut Collard a demandé communication du dossier le 22 septembre 1994. Vous en a-t-il informé? Monsieur de Fourny. De quel dossier? Le président. Du dossier décime. On ne vous a pas informé à ce sujet-là? Monsieur de Fourny. Il faudrait savoir quelle est l'importance de cette opération. J'étais peut-être absent ce jour-là. Monsieur Collard ne m'a pas informé. Pour être précis, je dois dire que tous les rapports de police judiciaire, de police communale et essentiellement de gendarmerie sur les filatures et les procédés spéciaux d'intervention dans le cadre des circulaires du ministère de la Justice étaient classés dans un dossier, à mon secrétariat, au premier bureau du parquet. Ils étaient, par la force des choses, accessibles, avec mon autorisation, au premier substitut qui me remplaçait lorsque j'étais absent ou en mission. Ils n'avaient donc qu'un caractère confidentiel relatif. Il se peut que le 22 septembre, j'étais à une réunion à la cour d'appel ou à Bruxelles et que le premier substitut a eu besoin de répondre à une question dans ce dossier. Le président. Le 22 septembre, il s'agit du dossier de vol de Dutroux. On se pose la question de savoir si à ce moment-là, le premier substitut ne vous informe pas du cas du Dutroux. Monsieur de Fourny. Non. Le président. Il ne le fait pas. Monsieur de Fourny. Je vous dirai que pendant que j'ai fait mes fonctions, je n'ai connu verbalement l'affaire Dutroux qu'à l'occasion de la première affaire où il a été condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi et puis par la cour d'appel. Après cette affaire, je n'ai plus entendu une seule fois ce nom-là, si ce n'est par la presse, lorsque les dramatiques événements ont été rendus publics. Entre ces deux périodes, je n'ai pas spécialement entendu parler de ce garçon. Le président. Dernière question. La commission a pu constater qu'en l'espace d'un an, 6 magistrats du parquet ont été en charge de l'instruction concernant la participation éventuelle de Dutroux à des vols. Cette façon de travailler vous semble-t-elle habituelle? Si oui, comment assure-t-on une certaine continuité dans l'enquête? Monsieur de Fourny. Il s'agit de 6 magistrats dont les noms sont dans le dossier. Ils y ont tous écrit quelque chose? Le président. C'est cela. Monsieur de Fourny. Afin de vous éclairer, je dois vous expliquer l'organisation qui était en vigueur à l'époque où j'y travaillais. Je ne sais d'ailleurs pas si cette organisation a été modifiée depuis.
Cette organisation n'est pas parfaite, j'en conviens, mais on a essayé de nombreuses fois de la modifier, avec parfois de bonnes conséquences et parfois de mauvaises. En fait, tous les jours dans un parquet, il y a un magistrat qu'on appelle de service. À Charleroi, on l'appelait premier de service, parce qu'il y avait un deuxième de service. Le premier de service s'occupait de tous les procès-verbaux de la gendarmerie entrant, c'est-à-dire tous les dossiers nouveaux du jour. Ils étaient classés dans une farde rouge. Il y en avait entre 150 et 250 par jour de service. Monsieur Marchandise pourra peut-être vous le préciser. Ces dossiers sont regroupés en plusieurs catégories. Il y a tout d'abord un énorme volume d'affaires dites auteurs inconnus. Par exemple, quand vous êtes de service le mardi, il s'agit de tous les vols commis le week-end dans les villas et pour lesquels gendarmes et policiers sont appelés. Il y a 30, 40, 50, même parfois 100 procès-verbaux de vol dans des villas, de vol de voitures, de fenêtres cassées, etc. Tous ces procès-verbaux, rédigés par la gendarmerie, sont mis sous farde et arrivent sur le bureau du substitut. Une autre catégorie regroupait tous les accidents de roulage avec blessés ou morts. Puis, il y avait toutes les affaires dites de mœurs, de coups, de bagarres. Tous ces dossiers se retrouvent sur le bureau du magistrat du parquet, qui fait un premier tri. Tous les dossiers auteurs inconnus sont rassemblés et on y inscrit la mention sans suite. Ces dossiers retournent dans les cases du parquet jusqu'à ce qu'il faille les ressortir pour l'instruction, par exemple si on a retrouvé l'auteur. Puis, le magistrat rédige les apostilles et commande des devoirs dans tous les dossiers dans lesquels les auteurs sont connus, entendre les témoins, entendre la victime, etc. En matière de vol, il y a donc des milliers de dossiers classés dans les armoires du parquet. Ce classement est soit définitif, parce qu'on ne retrouve pas l'auteur d'un vol, soit la gendarmerie, la police judiciaire ou un policier communal vient au palais avec l'auteur d'un vol qui a été arrêté et qui a fait des aveux. Alors voilà, avec ces aveux et le système d'informatique criminel, on parvient à retrouver la voiture Mercedes qu'il avait là-bas, le casque qu'il a fait dans cette maison-là, et on parvient à identifier 40, 50 vols. Et comme par définition, en tout cas très souvent, il y a eu des plaintes, on reprend dans les cases du parquet tous les dossiers classés sans suite, auteur inconnu, que l'inculpé arrêté après, pour lesquels il est en aveu. Alors sous ces dossiers-là, vous avez les noms de tous les substituts qui sont intervenus, puisque quand le dossier hante auteur inconnu, on ne sait pas par définition quel est l'auteur, les dossiers ne sont pas joints. Alors il y a un magistrat, par exemple, qui met tout ça en instruction, c'est le magistrat premier de service aussi, on lui amène de fournir avec des menottes, et les 40 dossiers que le bureau a repris dans ses aveux. Et le magistrat met tout ça en instruction, ça va en instruction. Vous avez donc un certain nombre de dossiers, de noms sur les dossiers mis en instruction. Vous avez certainement le nom du magistrat qui a mis en instruction. Puis ce dossier va chez le juge d'instruction. Le parquet, en principe, ne le revoit plus. Il pourrait, évidemment, il peut d'ailleurs toujours jeter un coup d'œil dedans et demander en retour le dossier, mais le dossier reste à l'instruction jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand le dossier revient, ça c'est une question de distribution et d'équilibre du travail entre les magistrats. Le réquisitoire de renvoi, donc le document de clôture dans lequel on met le nom de l'inculpé et tout ce qu'il a fait, ou de tous les inculpés et tout ce qu'ils ont fait pour les poursuivre, ce réquisitoire est fait par le magistrat, ça c'est une technique qu'il y avait entre nous à l'époque, je dis bien, par le magistrat qui a le plus vieux dossier dans l'instruction, le plus vieux auteur inconnu. Alors, ça peut paraître compliqué, mais il faut bien, ça a été fait depuis des années, je crois que c'est un peu comme ça partout, mutatis mutandis dans tous les parquets, parce qu'il faut même équilibrer le travail des magistrats qui sont de service. Vous pouvez avoir des malchances terribles de service un jour, et votre collègue qui vous succède le lendemain, il ne se passe rien. On a pris le même système pour tous les dossiers criminels importants, parce que vous aviez des magistrats qui avaient 10 ou 15 dossiers criminels sur une année, et c'est très long à traiter, et d'autres qui n'avaient rien du tout. Alors on distribue. Et ce système, le premier de service, il met instruction, c'est par hasard, il est premier. Mais celui qui fait le gros travail de réquisitoire, et ça peut être long quand il y a un gros dossier et que les inculpés sont détenus, parce qu'en plus il faut aller vite,
Eh bien ça, c'est un choix, on prend le magistrat qui a le plus ancien dossier dans l'instruction, et ça, c'est les dates qui sont dessus. Donc, vous pouvez avoir, si vous voulez, un qui met l'instruction, un qui fait le réquisitoire, ça c'est déjà 2, et puis tous les noms des gens qui ont travaillé dans les dossiers séparément, avant qu'ils ne soient rejoints. Peut-on garder de cette façon une vue d'ensemble de l'information et diriger même l'information? Vous le gardez... Attendez, faisons une nuance. De l'instruction, quand c'est à l'instruction, chez le juge d'instruction... Information. Oui, mais l'information... tant que vous travaillez sur un auteur inconnu, vous ne savez pas avoir de vue d'ensemble. Si vous travaillez sur quelqu'un d'identifié de Fourny Thomas, qui est en aveu d'un premier vol, alors le système informatique, le fichier du parquet, les renseignements de police et de gendarmerie permettent de donner au même substitut tous les dossiers à charge de Fourny. C'est évidemment le même substitut qui gardera les dossiers subséquents à charge du même à l'information. Et à l'instruction, c'est le juge d'instruction qui fait la coordination, puisque on sait bien que tous les dossiers qu'il a à charge de Fourny doivent aller chez tel juge qui s'occupe de Fourny. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur cette organisation. Mes chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question? Madame Herzet, Monsieur Morio. Oui, Monsieur de Fourny, je vous pose une question. Vous avez été déchargé de votre fonction de procureur du roi à votre demande. Est-ce qu'on peut savoir... Je n'ai pas été déchargé, j'ai été nommé à une fonction à laquelle j'étais candidat. À votre demande? Ah oui, l'affaire du trou, on n'est jamais nommé, dans la magistrature, on n'est jamais nommé... Non. Un choix privé. Je viens de dire que je n'en avais pas entendu parler jusqu'après mon départ. Je n'ai entendu parler de Marc Dutroux que dans l'affaire correctionnelle dans laquelle le tribunal de correction de Charleroi est intervenu à la cour d'appel. Après ça, c'est silence radio complet sur un élément quelconque. Alors, deuxième question, Monsieur le Président, si vous le permettez. Vous avez dit, Monsieur de Fourny, que lorsque le prévenu ne satisfaisait pas aux conditions de libération conditionnelle, on pouvait révoquer cette libération conditionnelle. Et c'était donc ce rapport du substitut qui avait le dossier en charge. C'est bien ça que vous avez dit. Mais qui était chargé de faire rapport au substitut? Et est-ce que ce rapport a été fait? Mais comment? Une révocation des libérations conditionnelles, ça peut venir de 2 manières. Ça peut venir sur l'instant. Je parle du cas présent ici. Mais de quel cas? Je parle du cas du trou, bien entendu. Ah, mais je n'ai pas connaissance de révocation de libération conditionnelle du trou. Je vous dis, je n'ai plus entendu parler de ce monsieur-là depuis... Donc, de façon générale, le substitut qui en charge le dossier fait rapport au sujet d'une révocation éventuelle. Oui. Par la police, par les procès-verbaux qu'il reçoit. Les parquets, ce sont des gens qui travaillent avec uniquement des antennes. À part la police judiciaire, nous n'avons pas de personnel à nous. Nous dépendons de la gendarmerie, de la police communale, de tout le monde. Donc c'est d'initiative, en fait, que ça se fait. Ah oui. Vous ne demandez, vous, rien, c'est uniquement le substitut qui prend l'initiative. Oui, Okay. Mais ça, les policiers font ça en général automatiquement quand ils sont scandalisés ou bien que les libérés conditionnels ne se soumettent pas à leurs conditions. Et dernière question, est-ce que vous trouvez que vous aviez les moyens d'effectuer ces contrôles de libération conditionnelle? Est-ce que vous trouvez que c'était satisfaisant comme moyen de contrôle? Mais je dois vous dire, je ne sais, au niveau du parquet lui-même, prenons ce dont nous sommes responsables, au niveau du parquet lui-même, il n'y avait pas de contrôle des libérations conditionnelles. Peut-être bien que vous trouverez un magistrat qui avait l'attention attirée sur un cas qui dit « Ah oui, mais moi, j'ai fait suivre ce monsieur 4, 5, 6 fois, j'ai fait convoquer, c'est possible. » Mais en règle générale, et moi, ayant été tout de même une quinzaine d'années substitut, je n'ai de moi-même jamais fait d'autorité contrôler une libération conditionnelle dans un dossier que je traitais concernant un nom qui pouvait me teinter à l'oreille. Par contre, ce qui arrive, c'est que les policiers, dans la junte du terme, qui font des enquêtes sur le terrain, se disent, tiens, mais celui-là, on est en train de courir derrière lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est bizarre, il est tout le temps au café, c'est un libéré conditionnel, nous allons faire un procès verbal pour le parquet. Libération conditionnelle ne respecte pas les conditions. Voilà, c'est comme ça que ça vient. Ça vient toujours par des procès-verbaux de la gendarmerie, de la police ou de la police judiciaire. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur de Fourny, que lorsque l'auteur était inconnu, qu'effectivement, à partir de ce moment-là, il n'y avait pas moyen de faire une information cohérente. Or, dans le cas précis, comment expliquez-vous que vous n'ayez jamais plus entendu parler de Dutroux, donc depuis, c'est 89, la condamnation en cour d'appel, alors que manifestement ici l'auteur est connu et qu'on a quand même toute une série d'éléments. Il y a un dossier à l'instruction, il y a l'opération Décime, il y a des observations, il y a une libération conditionnelle dont les conditions ne sont pas suivies.
peu importe l'explication, c'est une assistante sociale qui aurait été non remplacée. Mais enfin, voilà une série d'éléments, et manifestement, vous n'êtes pas au courant, et personne n'a l'air. Donc, comment se fait-il que ça ait pu se produire? Je me suis évidemment posé la question. Moi, je n'ai qu'une seule explication, c'est que pris séparément, c'est la seule explication que je peux donner, hein, je ne sais pas, je ne me pas trouvé de justification, rien de tout ça, mais l'explication qui me paraît la plus logique, c'est que pris séparément et à l'époque, remettons-nous à l'époque, ces éléments n'ont pas spécialement attiré l'attention d'un et chacun et n'ont pas, si vous voulez, traumatisé les magistrats, les policiers, ou n'ont pas focalisé les magistrats et les policiers sur ce point, parce que j'ai tout de même jeté un coup d'œil, mais rapide, la semaine dernière ou vendredi, je ne sais plus, sur ce petit papier des CIM. Moi, je n'ai pas vu de nom là-dessus. Hein. Bon, si on me le montrait, je veux bien le lire en diagonale et vous l'expliquer, mais moi, on me l'a montré dans le couloir parce que je ne tenais pas à retourner dans mes anciens secrétariats. Il n'y avait pas de nom là-dessus. Moi, je ne sais pas tirer de décime du trou. Hein. Ça, ou alors, c'est que j'ai une mémoire Donc, on fait des observations sans dire sur qui on les fait? On fait des observations, non pas sans dire sur qui, mais on peut parfois des observations qui sont parfaitement anonymes quand vous ne savez pas trop ce que vous cherchez. Mais enfin, si on fait une observation sur le domicile de quelqu'un, je suppose quand même qu'on soupçonne quelqu'un. Oui, oui. Ah bon? Oui, oui. Donc, ça veut dire que cette information, pour revenir à ma question, cette information cohérente entre les différents services ne se faisait pas systématiquement. C'est ça. Mais je réponds oui, c'est ça, oui. Parce que peut-être bien qu'en rajoutant élément sur élément sur élément, on finit par faire un gros paquet, et que peut-être bien qu'en insistant lourdement, on pourrait obtenir des révocations de libération conditionnelle. Mais moi, je ne vais pas critiquer mes collègues de l'administration qui nous aident à bout de bras bien souvent, mais moi, c'est peut-être une politique générale. J'ai fait, même comme procureur, quand j'aidais parfois un collègue, j'ai fait de nombreux rapports de libération, de révocation, de libération conditionnelle pour des gens qui se trouvaient à l'instruction, mis à l'instruction le matin même ou dans les 5 jours, où je disais, voilà, il a été faire ceci, il a fait ça. Si j'écrivais, il n'est pas en aveu, alors qu'il y avait ce qui était la réalité, alors qu'il y avait des charges monstrueuses sur lui, on me répondait qu'il fallait représenter le dossier quand la condamnation tomberait. Ou bien même quand je disais, voilà, écoutez, c'est 4 petits vols ou 5 petits vols, mais enfin, on commence à en avoir assez, il lui reste 4 ou 5 mois à subir, est-ce qu'il ne les ferait pas, etc. En fait, on répondait que le dossier devait revenir quand la condamnation serait définitive. Alors, je ne critique pas ça sur le fond, hein, c'est peut-être une politique criminelle qui était suivie, mais je veux dire que au fil des ans, il ne faut pas, malheureusement peut-être maintenant, à la lumière de cette affaire-ci, la révocation de la libération conditionnelle n'était pas la priorité des priorités du substitut, puisque la réponse était prévue. Vous comprenez, c'était fort administratif, c'est ça que je veux dire. Oui, mais Et un coup d'œil sur le rapport des CIM et que vous n'ayez pas lu le nom Dutroux. Non. Alors que dans la première page, 5 fois, et en moi, j'ai vu ça gros lettres, il y a marqué Dutroux. Ça m'étonne. Mais ça ne me dit rien du tout. Moi, j'ai vu ça en vitesse en partant, je ne sais plus où, je crois que c'est M. Marchandise qui m'a montré ça en vitesse. Et c'est celui qui a ma signature, c'est celui-là? C'est ce rapport qui a ma signature? C'est le rapport qui a été déposé. Oui, mais donc, normalement, il devrait être ajouté au document que vous avez signé. Je l'ai vu à ma main, à classer. Oui, à classer. C'est celui que vous lisez, le nom du trou. Ah ben, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai lu ça dans le couloir, comme ça, j'ai dit, mais c'est à fait des cimes. Première page, 5 fois, et en grosses lettres, Dutroux marque. C'est pour ça que ça m'étonne un peu. Mais moi, j'ai vu une seule page avec ma signature sur le coin à gauche. Je n'ai pas vu 2 pages, j'ai vu qu'une seule page. Donc, vous n'avez vu que... L'affaire des cimes, je peux vous la garantir, je ne connais pas. C'est ça. Collègue... Vous m'avez un peu précédé, Monsieur le Président. Excusez-moi. Moi, je voudrais simplement demander à Monsieur de Fourny, eu égard au contexte de l'époque, est-ce qu'il trouve normal que donc nous avons un libéré conditionnel? Il ne respecte pas ces conditions, peu importe, quelle en soit la raison. On a une instruction. La date du jugement est d'ailleurs fixée, c'est pour octobre 96. On a une opération des CIM, et là, effectivement, le nom apparaît et plusieurs fois. On a des observations, on a des perquisitions qui sont prévues. Est-ce que, normalement, à l'époque, c'est ça que je voudrais que vous me répondiez, est-ce que cette information
ce rassemblement d'informations aurait dû vous parvenir? Est-ce que vous jugez aujourd'hui au procureur? Ça aurait dû me parvenir si, je dis bien si, ça il faut bien répondre, si tout le monde était convaincu ou mettait son effort en disant qu'il fallait foncer, ou en tout cas coincer ceux du trou parce qu'ils enlevaient des gamines. Alors oui, parce que ce genre d'opération, tout ce qui était criminel grave de nature à intéresser l'opinion publique, à compliquer la procédure, à mettre des moyens en œuvre, ça passait par chez moi. Je dois vous dire que quand le magistrat de service de nuit rentrait le matin au palais, la plupart, 9 fois sur 8, quand ils avaient le temps avant l'audience, passaient par mon bureau pour donner des éléments la nuit. Et dans mes fonctions, je faisais les affaires qui demandaient d'aider un peu le substitut, parce que ce genre d'affaires aurait demandé des crédits, etc. Donc il fallait un peu se mettre en avant. Mais donc je vous dis oui, si on avait ça bien en cible, non, si on n'avait pas ça en cible, si le substitut ne le savait pas ou ne s'en rendait pas compte, ou si on ne l'avait pas dit. Moi, je peux garantir, maintenant, si on me prouve noir sur blanc, je me trompe, ben je dis que je me trompe, mais je peux me garantir que je n'ai jamais été chargé comme procureur, et je demande si un substitut en a été, d'avoir eu l'attention attirée, focalisée par une action à faire dans un milieu où on enlevait et où on assassinait des gamines. On a peut-être bien dit qu'on suivait du trou comme voleur, ça c'est possible, mais pour moi c'est autre chose. Ce nom n'a pas fait tilt dans mes oreilles en tant que criminel. Ça, c'est sûr, ça. Mais si je me trompe, on me le dit, je regarde le dossier et on me rafraîchit la mémoire. Non, mais je dis, c'est possible, hein, mais je vous dis que moi, je dois bien vous dire un événement que je me souviens, parce que cette affaire de correctionnel de 85 à 89 ou 87, monsieur a rappelé la cour d'appel, ce nom m'était resté parce que c'est monsieur Marchandise qui avait requis là-dedans. Et je pense que, je ne sais plus quels étaient les faits, je ne vais pas les rappeler ici, mais c'était bizarre et c'était choquant et c'était en fait crapuleux, quoi. Bon. Donc, alors, si je vous comprends bien... Alors, à l'époque, il m'en avait parlé. Et le nom de Dutroux m'est revenu que quand j'ai vu dans le journal aux grandes vacances, je crois, qu'il était arrêté pour ces crimes affreux, et je me suis dit, merde, c'est ce saligo-là. Mais c'est tout. Entre les deux, c'est en revenant après à cette affaire dont on avait parlé, correctionnelle, qui se passait à l'audience convenablement, mais dans lesquelles je crois le substitut avait des difficultés, donc il m'en parlait. J'ai fait la relation, pas avant. Donc, selon que vous me dites, on en déduit que les différents acteurs n'ont pas pris conscience du danger que représentait du trou. Vous pouvez dire comme ça, et vous pouvez dire en plus qu'on peut-être bien que dans beaucoup d'affaires, on pourrait prendre plus conscience si à longueur de journée, on se réunissait, on élaborait des schémas ou des plans. Mais il faut bien comprendre qu'une affaire pénale grave, sauf le fait lui-même évidemment, hein, mais qu'une affaire pénale qui devient grave et qui commence subtilement, elle n'est prise en compte que s'il y a un dialogue constant et de confiance entre le policier qui y croit, et je dirais après, par la force des choses, le substitut qui continue à y croire, ou qui commence à y croire, le juge d'instruction qui continue et commence à y croire. Hein. C'est comme ça qu'on boucle une affaire pénale, c'est quand on est convaincu que celui-là, il faut absolument le filer. Hein. Sinon, c'est un travail relativement indépendant, et c'est peut-être ça qui a manqué. Collègue de Folie. Merci, Monsieur le Président. Je me demande si Monsieur de Fournier ne se trompe pas quand il dit qu'au parquet de Charleroi, personne n'a eu l'attention attirée à son souvenir. Oui, c'est possible. D'après les informations dont nous disposons, il y a au moins un de vos substituts, Monsieur Allais, le 7 mars 1994, qui interroge le ministère de la Justice, service des cas individuels de l'administration des établissements pénitentiaires, et qui lui demande si il peut lui dire d'urgence si Dutroux respecte bien les conditions de sa libération conditionnelle. Alors vous venez de dire il y a un instant que dans les cas sensibles présentant un certain intérêt par rapport au type ou à l'importance de criminalité ou par rapport à la sensibilité publique, il arrivait assez souvent que des magistrats en réfèrent à vous, viennent vous demander votre avis. Et j'imagine que c'est bien que ça se passe comme ça. Vous n'avez donc pas souvenir d'avoir été contacté, par exemple, par ce monsieur Allais, qui tout d'un coup, le 7 mars 1994, envoie d'urgence une demande d'information au ministère de la Justice. Et vous ne savez pas pourquoi il y avait urgence et ce qui avait attiré l'attention de monsieur Allais là-dessus. Pas du tout. Merci, j'ai... Il y aurait d'ailleurs. J'ai une autre question, Monsieur le Président. Non, je suis désolé, Monsieur le Président, mais ça va aller vite. Je voudrais savoir si vous avez eu à traiter, comme je l'ai lu dans la presse, des dossiers liés à la mafia dans la région où vous officiez comme procureur du roi. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des liens entre ces dossiers-là et l'affaire dont nous avons à traiter ici? Mais
Question sur notre dossier? C'est long, ça. Enfin, c'est long, non, Oui, monsieur De Fourny. Si on connaissait les ramifications de la mafia, ce serait extraordinaire. Hein. Nous avons... Vous savez, moi, j'aime pas tellement parler comme ça de mafia et mettre des noms dessus. Il y a des gens qui sont plus expérimentés que moi, qui l'ont senti passer, notamment dans des émissions de télévision. Mais c'est pas ça le problème. Nous avons tout de même dû traiter, ça c'est vrai, dans ce qu'on appelle le centre à Charleroi, la région de Morlan-Way, etc., une série de dossiers importants relatifs à des négriers, à la disparition du journaliste, monsieur Sténier, la condamnation en cour d'assises en Sicile, etc. Bon, ça c'est manifestement des dossiers, en tout cas dont l'allure, il faudrait bien se fermer les yeux pour dire qu'ils ne sont pas liés quelque part à la mafia, notamment en ce qui concerne les négriers des chantiers. Alors vous dire si ce genre de dossier-là, ou ces inculpés-là, ou les personnes entendues là-bas ont quelque chose à voir avec cette affaire-ci, ça je ne sais vraiment pas vous le dire. Et j'en ai pas vu non plus de connexion. Je ne sais pas vous le dire. Ça, je suis vraiment ignorant de cela. Ouais, je crois qu'il faut envisager toutes les hypothèses et comme vous avez oui. été sur le terrain et en oui, première d'accord, ligne... je suis tout à fait d'accord qu'il faut envisager. pose Parce la que d'ailleurs, question. pas impossible. Hein. Rien n'est impossible dans le milieu de ces trafiquants. Hein. Merci. Collègue Irdekens. Monsieur le Président, je vais te poser quelques questions à M. Le La première relaye sur l'interrogation que Mme Herzé avait formulée quant à votre départ du parquet de Charleroi et du poste de chef de corps, qui est une place excessivement importante dans la magistrature, un poste à très haute responsabilité. Et il est assez rare que des chefs de corps du parquet, comme cela, à un certain moment, veuillent, je dirais, partir. Quelles sont les raisons qui ont motivé votre souhait d'aller dans une autre direction? Je vais vous répondre très franchement, c'est la dégradation vertigineuse depuis des années du rapport qualité-prix. Je vais vous dire que la fonction devient sans intérêt par rapport au traitement que l'on y touche. Je suis entré, il faut faire un petit peu l'historique de ma modeste vie. J'ai fait une année de barreau au barreau de Mons et cette profession me plaisait lorsque la loi sur le stage judiciaire est parue ces années-là. C'était une toute nouvelle loi. Et je me suis engagé dans le stage judiciaire pour devenir magistrat de parquet parce que la fonction me plaisait aussi. Il faut dire que quand on était au barreau de Mons, à mon époque, on était 2 ou 3 stagiaires et on faisait tous les prodéos correctionnels de la prison de Mons. On avait un entraînement, on trouvait ça intéressant. Et puis, par le hasard des choses, et des places vacantes, j'ai été nommé substitut à Charleroi, puis procureur du roi 82 à Charleroi, et j'ai bien aimé ma fonction jusqu'au bout. Mais il est un fait qu'à partir des années, moi je situe ça de mémoire, mais pourquoi cette année est-elle charnière, 85-86, j'ai trouvé la fonction devenir fort lourde, fort agitée. J'avais d'ailleurs dit en entrant, vous savez, comme procureur du roi, que 10 ans me paraissait un bon terme. Je crois d'ailleurs d'autres personnes ont accepté ce terme après, quoiqu'il n'est pas mis en vigueur. Et j'avais toujours en l'optique de laisser le tablier au bout d'un certain nombre d'années. J'ai d'ailleurs resté 13 ou 14 ans en fonction. Et puis je ne voulais pas, ça c'est personnel, je ne voulais pas non plus grisailler sous la charge du métier. Je disais que mon Dieu, on n'a qu'à, au bout de 13-14 ans, il est peut-être bon que quelqu'un d'autre prenne ça en main et refasse une nouvelle organisation peut-être. Alors pourquoi le tribunal du travail? Parce que c'est peut-être ça la question qu'on se pose aussi, parce que je ne voulais pas retourner dans les coulisses comme je connaissais le tribunal de première instance à fond, pour y avoir travaillé. Je me dis ça serait peut-être très malvenu de retourner comme ça à côté de collègues, alors que peut-être bien qu'ils vont s'imaginer qu'on sait des secrets, qu'on a traité des affaires. Je me dis, mais prenons de la distance. Le métier de juge est un métier différent. Alors vous direz peut-être que vous le croirez ou pas, mais il est tellement difficile en Belgique de changer de fonction si l'on met comme postulat qu'il faut prendre le même niveau au plus haut. Ça, c'est extrêmement compliqué parce que la concurrence existe dans les places de chef de corps, elles ne sont pas tellement nombreuses, tandis qu'en baissant d'un cran ou deux, et quand on peut se le permettre, il ne faut pas rater l'occasion, bon, c'est tout de même plus facile. Voilà. Alors, une deuxième question qui va un peu dans la foulée de la première. Monsieur Velu a transmis un rapport au ministre de la Justice et il tire ses conclusions, pages 139 et 140. Et notamment, en résumé, il exprime dans son opinion qu'il y a en tout cas des circonstances atténuantes au niveau du fonctionnement du parquet de Charleroi.
Et il cite notamment votre successeur, M. Marchandise, qui dit ceci. Donc je vais vous lire mot à mot ce que dit M. Marchandise, in fine de la page 139. Mon entrée en fonction datant de moins d'1 an, je pense avoir déjà apporté des améliorations. Et mes projets pour l'année judiciaire qui vient devraient prolonger ces efforts. Donc, somme toute, quand M. Marchandise parle qu'il a apporté des améliorations, n'est-ce pas une façon de mal vous juger ou d'apprécier négativement votre travail? Oui, mais ça ne sert à rien d'aller voir M. Velu pour dire qu'on n'a apporté que des désastres, évidemment. Non, mais écoutez, M. Marchandise est un ami de toujours, et j'ai fait mes études avec lui dans la même faculté, et j'étais bien content, pour finir, que les choses puissent s'arranger, que ce soit lui qui me succède, parce que de toute façon, je n'aurais pas différé mon départ en attendant qu'éventuellement... Et je savais qu'il espérait avoir la place de procureur, parce qu'il trouvait que c'est une place de management qui lui convient bien. Il est d'ailleurs plus jeune que moi. Mais il est un fait que quand vous êtes procureur du roi et que vous avez 30 magistrats avec vous, vous n'obtenez pas l'unanimité et qu'il faut bien prendre des règles de service, des règles d'organisation qui ne sont pas toujours comprises ou admises. Je sais bien que M. Marchandise a réformé complètement la structure du parquet de Charleroi, ce que j'ai fait moi quand je suis arrivé en 82 après mon successeur. Je sais bien que M. Marchandise, mais ça se passait en bonne convenance et en discussion, et c'est pour finir moi qui tranchais. Je sais bien qu'il avait d'autres vues sur une certaine organisation du parquet. Moi, par exemple, je prends des petits détails, mais qui ne doivent pas soulever de grandes polémiques. Je considérais que dans certaines spécialisations, comme les matières civiles, naturalisation, adoption, jeunesse, tout ça, il ne fallait pas trop mélanger ça avec le service ordinaire et la qualification pénale, parce qu'on ne sait pas tout faire à la fois. Alors fatalement, les affaires civiles, qui ne sont pas des affaires dans lesquelles il faut monter au front tous les jours, paraissent plus calmes, je dis bien paraissent plus calmes, et les affaires correctionnelles paraissent plus agitées, mais c'est le métier d'un procureur du roi d'essayer d'atténuer les frictions. Et je sais bien, mais je ne sais pas vous dire lesquelles, que M. Marchandise a modifié l'organisation du parquet de Charleroi, et tant mieux pour lui s'il appelle ça une amélioration, si c'en est une en fait. Mais je ne pense pas que M. Marchandise me critiquerait, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Enfin, sur le plan de la technique, peut-être bien, évidemment, mais pour le reste... Il ne vous critique pas. Non, mais je veux dire... Si j'ai posé cette question, c'est parce qu'il y a, disons, une page dactylographiée, mais enfin, c'est... Mais je dois vous dire que... Le début de la page 139 et tout le début de la page 140 du rapport de M. Mais je dois vous dire aussi que quand on est dans un parquet, je sais partout les mêmes, comme ça, moi j'ai travaillé quelques années à Mons avant de venir à Charleroi, donc j'en connais un peu d'eux. Dans un parquet, il y a toujours un noyau qui est lourd et qui est dur. C'est ce qu'on appelle la qualification générale dans le droit pénal. On appelle ça qualification générale parce que c'est les articles du code pénal. Et ça, c'est dans tous les parquets, c'est la grosse partie, c'est la lourde partie parce que ça n'arrête pas, c'est tout le temps, il faut veiller à tout, il y a des délais d'appel, tout ça est très bref. Tandis que celui qui fait les affaires civiles, option de patrie, naturalisation, tout ça, c'est plus un métier de réflexion, ça tombe gentiment sur le bureau, il y en a beaucoup, nous sommes d'accord, mais il n'y a pas ce téléphone, ces visites de gendarmes, ce flair. C'est le travail de tous les instants. Il y a toujours, c'est la grosse partie, et c'est là-dedans que cette partie-là, que le procureur du roi a toujours du souci et qu'ils doivent perpétuellement réorganiser. Oui, mais si j'ai posé cette question... Oui, mais vous avez raison. Monsieur Velu, dans sa conclusion, signale que si, en toute hypothèse, même si Monsieur le ministre de la Justice devait décider d'infliger une sanction disciplinaire aux magistrats précités ou à l'un d'entre eux, sa décision devrait, me semble-t-il, tenir compte des circonstances que Monsieur le procureur du roi Marchandise a évoqué en ces termes, et c'est là qu'il cite qu'il a dû faire des améliorations après son entrée en fonction. Donc comme ce rapport de M. Marchandise laisse entendre qu'il a trouvé un parquet quelque peu désorganisé, quelle que soit la qualité humaine de vos relations, il y a quand même une critique implicite dans... Ah oui, c'est possible, mais d'abord, je vous dis qu'il est arrivé longtemps après. Il est arrivé longtemps après moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la période intérimaire encore, qu'à mon avis, ça a été de la pure gestion, mais je sais bien que M. Marchandise avait toujours eu, et depuis que je le connais, le projet d'améliorer dans son esprit certains points sur lesquels je n'étais pas d'accord. Des questions de service. Peut-être bien qu'il les a mises maintenant en place, ça c'est possible. Hein? Et peut-être bien que le résultat est meilleur, ça c'est possible aussi. Alors deux questions encore. En ce qui concerne l'organisation du travail, est-ce que vous avez donné la consigne d'établir un listing des gens potentiellement les plus dangereux sur votre ressort territorial et des libérés conditionnels les plus dangereux? Non. Pas au parquet. Mais évidemment, des listings, ça, les policiers en ont
des quantités invraisemblables. Il faudrait voir, non, on n'a pas tenu de listing particulier au parquet. Je sais, ça évidemment, que je l'ai fait moi-même, que comme substitut, dans certaines sections, on avait quelques noms bien ciblés, mais qui reviennent tellement souvent que pour finir, la mémoire fait office de listing. Et non pas non plus des libérés conditionnels. Mais enfin, je dois ajouter aussi que la nécessité d'un listing, c'est pour faire quelque chose, quoi. Il faut en rajouter. Hein. Il faut aller surveiller, il faut faire des enquêtes, il faut... Alors, dernière question, très brève. En ce qui concerne les libérés conditionnels, ayant été condamnés pour des faits particulièrement graves ou odieux, est-ce que vous avez donné une instruction via les polices locales, via les brigades locales, via la PJ, d'assurer, en ce qui concerne, je dirais, ce qui est la compétence des parquets, je ne parle pas, moi, de la compétence dite sociale, oui, du suivi social, oui. Est-ce que vous avez donné des instructions à l'égard des 10, 20 ou 30 criminels les plus dangereux de votre ressort? Est-ce que vous avez donné des instructions de vérifier s'ils ne récidivaient pas ou s'ils ne respectaient pas les conditions qui sont de votre compétence en matière de contrôle quant à leur libération Non, je n'ai donné aucune instruction. Non. Monsieur le Président, moi je voulais revenir à la technique des observations, donc de l'opération DECIM. Est-ce que cette technique d'observation est une pratique courante au parquet de Charleroi? Est-ce que dans beaucoup d'affaires, on vient demander au juge d'instruction de faire une observation? Première question. Non. Et donc c'est quand même une technique... Je crois qu'on en demande moins au juge d'instruction qu'au procureur du roi. L'observation se situe en général à un stade avant l'instruction. Le juge d'instruction a des affaires plus précises. Donc, demander une observation à un juge d'instruction, c'est quand même relativement exceptionnel. Je pense, oui. Bien. Deuxième question. À mon époque, en tout cas. Vous avez dit, me semble-t-il, que en général, on faisait une observation préalablement à une perquisition. Pour préparer une perquisition. Or, ici, dans cette opération DECIM, l'observation a lieu après la perquisition de novembre 1993. Donc, c'est déjà aussi un élément qui n'est pas courant. Qui n'est pas courant. D'après. Voilà, c'est qu'on cherchait encore autre chose, je n'en sais rien, ça. C'est ça. Alors, troisième question, de votre expérience et des opérations d'observation que l'on mettait sur pied, dans quel cas est-ce qu'on met sur pied de telles opérations? Je veux dire, est-ce que le cas devait être lourd, grave? Oui, je pense que oui. En fait, notez bien que, comme je vous dis, tout ça n'est venu au jour qu'à partir du moment où il y a une instruction qui a codifié plus ou moins ces pratiques, et alors on a dû faire des rapports et des papiers, etc., comme toujours lorsque on met des circulaires en mouvement. Mais en fait, l'observation et la filature, c'est l'essence même du travail de policier. Je suppose que quand je suis arrivé comme jeune substitut à Mons et à Charleroi et qu'on m'amenait un inculpé en aveu, il y avait déjà eu de nombreuses observations ou filatures éventuellement sur son compte. Maintenant, c'est codifié, il y a des rapports et par conséquent, on doit savoir tout ce qui se passe. Bon, à l'époque, quand j'ai commencé, le policier ne venait pas vous expliquer pendant des heures qu'il comptait filer, pourquoi et pour quel motif. Il filait, ça ne marchait pas, on n'en parlait pas, ça marchait, il sautait sur le gaillard et il vous l'amenait. Alors, les observations, à mon avis, elles sont pas tellement fréquentes. Ce sont pour des cas lourds ou moyennement lourds. Je prends des exemples qui me viennent en mémoire, c'est quand il y a suffisamment de hold-up sur la ville et qu'on se dit, tiens, quand même, il y en a un là qui a une voiture BMW qui ne nous plaît pas, et on commence à faire des observations pour voir si des gens se revoient, etc. Et s'il y a moyen d'en tirer quelque chose, il n'y a pas toujours moyen d'en tirer grand-chose, parce qu'on a beau voir quelqu'un jouer le même sur un trottoir devant une banque, s'il n'a pas de hold-up à la banque et qu'on ne va pas bouger, ça ne sert à rien. Alors, il y a des observations qui sont faites mettre au point des perquisitions pour trouver des domiciles, par exemple, quand on est presque convaincu que d'un jour à l'autre, cet inculpé va, comme on dit dans le jargon policier, va tomber sur une affaire, mais il faut même savoir où sont les caches. Alors, on fait une filature pour savoir où il se rend, etc. Et on a des adresses pour faire 10 ou 20 ou 30 mandats de perquisition un jour. C'est du renseignement, en fait, l'observation. Ce n'est pas une preuve en soi. Enfin, c'est pour avoir un dossier qui est sur des rails ou qui est dans un certain entonnoir, en fait. On en fait, par exemple, dans des vols de voitures, etc. Oui. Intérimaire, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'observations. Combien en a-t-il sur base annuaire? Je ne saurais pas vous dire.
depuis l'époque où on devait s'en occuper, enfin on devait certifier le rapport là, au niveau des parquets, je ne saurais pas vous dire. Ça, je ne saurais vraiment pas vous dire. Il faudrait que je voie les statistiques, enfin le dossier du parquet. Collègue de Tserkas. Non, sans vous dire 20 ou 10 ou 30, je ne saurais pas vous dire. Deuxième type de question, on est frappé quand on analyse le dossier de voir le nombre de magistrats et même de juges d'instruction qui interviennent pour les différents dossiers à charge Dutroux avant l'enlèvement de Julie et Mélissa. Vous avez expliqué en partie les substituts, pourquoi les substituts se succèdent. Mais est-ce que ça n'est pas une faiblesse importante dans la mesure où il n'y a pas d'unité de vue à ce moment-là du parquet sur un individu et sur les faits qu'il commet? Ça, c'est le premier élément et ça concerne les substituts. Deuxième élément, moi j'ai pu remarquer que plusieurs juges d'instruction, mais pour des points particuliers, pour pouvoir faire une audition, etc., sont saisis. Et puis, finalement, il y a là aussi différents juges d'instruction qui interviennent, saisis par les policiers ou par la gendarmerie. Et là aussi, il y a manque d'unité de vue par rapport à une personne vis-à-vis desquelles on essaye de retrouver des faits. Oui, mais ça, c'est évident. Si au niveau du parquet ou de l'instruction, vous avez de nouveau quelqu'un de bien ciblé qu'il faut absolument suivre ou qu'il faut absolument poursuivre, en fait, ça, c'est remis de temps en temps, mais je vais expliquer pourquoi pas toujours, dans les mains d'un seul magistrat. Oui. Encore faut-il que cette base soit certaine, que ça vaille la peine de tout concentrer dans les mains d'un même substitut ou d'un même juge. Je vais vous rappeler donc que le magistrat, il est de service un certain nombre de jours par mois ou par semaine ou par année, peu importe. C'est donc le hasard quand il reçoit tel dossier, en tout cas quand il le commence, et qu'il en est de même du juge d'instruction. Le rôle, c'est pas le même juge d'instruction qui fait tout le travail toute l'année. Le rôle des juges d'instruction est fixé par le président du tribunal et par le règlement du tribunal, et le parquet a l'obligation de suivre ce rôle, ne peut pas prendre le juge d'instruction qu'on a envie, sauf évidemment s'il y a des éléments péremptoires. Et il faut une ordonnance du président du tribunal pour changer de juge d'instruction. Il faut aller trouver le président. Oui, monsieur le président, voilà, moi je préfère celui-là que celui-là. Pour telle raison, ça marche toujours. Il n'y a pas d'incident, mais c'est pour vous dire que le règlement du tribunal qui est dans le code judiciaire a tout de même une certaine importance dans l'équilibre des tâches du juge d'instruction. Alors, dans des affaires, je prends encore toujours le vieil exemple des négriers, à l'époque, il y a des années, les affaires de fausses factures et de fraude à la TVA, on a saisi un juge d'instruction ou deux de l'ensemble des dossiers concernant ces gens-là. Mais c'était devenu une telle évidence, et puis le juge d'instruction avait acquis sa technique, c'était pas la peine d'apprendre l'ABC du métier à un autre. Alors il est évident que si, dans l'affaire Dutroux, il était apparu dès le début que manifestement ce type était un criminel de cette envergure, tout aurait été, à mon avis, rassemblé dans les mains du même juge d'instruction et dans les mains du même substitut, parce que ce serait de toute façon une affaire d'assises. Les affaires d'assises, elles sont distribuées par une personne. Mais si vous avez, ça c'est évident, si vous avez des vols qui se passent sur tout le territoire belge, quand tous ces vols vont tomber dans les dossiers des parquets et des juges d'instruction, ils vont tomber par hasard chez les gens de service. Et ça n'est qu'après, éventuellement, qu'on les réunira s'il y a intérêt. Ça, c'est sûr. Oui, Monsieur le Président, j'aurais voulu poser une question en ce qui concerne les perquisitions. Oui. Donc, le 8 novembre 1993, la gendarmerie de Charleroi procède à une série de perquisitions dans les 5 maisons de Dutroux sur mandat du juge d'instruction Laurent. Ma question est de savoir qui, à l'époque, décidait des moyens à mettre en œuvre pour des perquisitions et qui effectuait éventuellement le briefing de ces perquisitions. Est-ce que c'était pour déterminer les moyens, l'ampleur, le nombre d'hommes, la répartition des effectifs? Est-ce que c'était le procureur du roi? Non. Est-ce que c'était le juge d'instruction? Ou est-ce que c'était tout simplement les gendarmes? Eh bien, comme en toute chose, la réponse est nuancée.
Les perquisitions banales se font par les services de police et de gendarmerie qui reçoivent le mandat de perquisition du juge d'instruction. Quand il faut être 1 gendarme, 2 gendarmes, 3 gendarmes, 5 gendarmes, police judiciaire, ça c'est des perquisitions, je dirais banales, parce qu'elles sont banales en nombre d'hommes nécessaires. Si l'opération devient plus importante, je peux faire appel à mon expérience, ou bien c'est le juge d'instruction qui demande 10, 15 ou 20 mandats de perquisition et qui, en conséquence, obtient sans aucune difficulté que celle-ci soit bien faite. Donc les gendarmes doivent mettre, ou les policiers, le nombre voulu. Ou bien ce sont les gendarmes qui proposent de faire 7, 8, 9, 10 perquisitions parce que justement ils ont déterminé des lieux vastes et ils viennent avec leurs hommes. Et je me rappelle avoir une fois fait 110 perquisitions à partir de 6 heures du matin, 6 heures du matin, chez des parties à Charleroi. Et là, je me trouvais comme substitut avec le juge d'instruction au poste de la gendarmerie. On avait fait un briefing la veille au soir. On avait compté les hommes par maison, mais c'est arrivé une fois dans ma carrière. Mais il y en avait quelques-unes. Et le matin, je me trouvais tôt au matin au central de gendarmerie avec le juge d'instruction pour faire face aux ennuis qu'il pourrait y avoir au cours d'une perquisition. Mais à mon avis, en général, si l'affaire ne demande pas de remuer tout ce qui reste comme gendarme et comme policier en Belgique ou en Wallonie pour une affaire, ça se fait automatiquement et de commun accord. La gendarmerie s'est donné 10 gendarmes, 20 gendarmes, 30 gendarmes, ça ne donne pas lieu à beaucoup de commentaires et beaucoup de débats. Et à mon avis, dans la majorité des perquisitions, il n'y a pas de briefing avant, et même pas de briefing nécessaire avant. Moi, j'ai fait un briefing de perquisition sur ma carrière. Les moyens sont donc dans ce cas-ci... Dans certaines limites, les moyens tombent de soi. Il ne faut pas en demander particulièrement. Bien. J'avais une autre question... Je ne sais pas si ma réponse satisfait, mais voilà. C'est une réponse qui est utile non, mais je veux probablement bien faire... à la compréhension. Non, puisque... non, mais je veux bien faire comprendre que quand ça va de soi... Oui, mais si je comprends bien, votre impression à vous, c'est qu'au parquet, on n'a pas imaginé que cette affaire était importante. Ah, je pense que... Qu'elle justifiait une préparation technique. Oui, ça je pense. En Donc tout cas, quand j'y étais, je peux l'affirmer pour ce qui me concerne. Je ne vais pas me dérober à ça. On a considéré ça comme une affaire du tout venant. Mais je dois vous dire que mon point de vue, il a même été considéré... je n'ai même pas eu l'occasion de la considérer moi-même pour finir, pour faire un mauvais jeu de mots. Non, ce qui veut dire qu'elle n'avait pas eu l'impact chez les gens. J'ai bien compris, oui, mais même si vous n'étiez pas concerné personnellement, on imagine que le substitut du procureur du roi, en charge du dossier, et le juge d'instruction, eux, ont dû être normalement sensibilisés aux informations qui venaient de l'informateur. Oui, mais comment pouvez-vous expliquer il s'agit d'informations qui annoncent qu'on a affaire à des préparations de cash pour dissimuler des enfants en vue de les vendre. C'est pas une information, je m'excuse, mais pour moi, ce n'est pas une information banale. Elle n'est pas du tout banale. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais alors, je me pose la question de savoir pourquoi je n'étais pas au courant. Ça, je ne sais pas répondre à ça. Donc là, il y a quelque chose qui vous semble étonnant. Étonnant. Voilà. Dans le fait qu'on n'a pas... étonnant, oui. Qu'on n'a pas préparé plus soigneusement ce genre de perquisition. Oui, qu'on ne vous ait pas consulté. Oui, parce que je dis que dans un parquet, par exemple, pour les moyens, comme vous dites, le rôle du procureur fait parfois l'intendance pour en obtenir à gauche, à droite. Je dis l'intendance parce que c'est pas le substitut qui s'adresse, etc. Mais oui, si on m'en a même pas parlé pour avoir des moyens spéciaux, etc. Voilà. Alors que ce genre de conversation, dans d'autres affaires, ça se faisait facilement. Non, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vous répondre à ça. Moi, dans mon bureau, je n'ai jamais... Pourtant, j'ai été... alerté de bien des affaires moins graves par beaucoup de policiers, beaucoup de substituts, etc. Voilà, ça, je ne sais pas, non. Bien. Une deuxième question sur un autre aspect. Je pense, sauf erreur, que vous deviez être en charge au moment où a été décidé le renvoi de M. Dutroux devant le tribunal correctionnel plutôt que devant la cour d'assises. Oui. Est-ce que vous avez été associé, d'une manière ou d'une autre, à ce choix qui est, on le sait, critiqué? Oui, comment dire, savoir si une affaire punissable d'une peine criminelle va en cour d'assises ou va seulement au tribunal correctionnel, ce n'est pas le parquet
qui prend cette décision-là, je dirais, tout seul. À mon avis, ce n'est même pas le parquet du tout. Ce genre de dossiers font immanquablement l'objet, et j'espère, enfin je pense que, mais je m'en souviens plus, que dans l'affaire du trou, ça a dû être le cas, ça me paraît très bizarre que ça ne s'est pas été, font immanquablement l'objet d'un rapport complet sur le dossier, agrafé au-dessus du dossier, envoyé au parquet général, avec la proposition du parquet de Charleroi, évidemment. Je ne sais plus si à l'époque, M. Marchandise, ou si après, renvoie, et puis la réponse du procureur général vient. Et comme les parquets sont une autorité, une administration hiérarchisée, on fait comme le procureur général a dit. Ça se fait dans toutes les affaires d'assises. Donc, on pourrait avoir un échange, je ne sais pas. Il y a un échange de correspondance certain, c'est un résumé du dossier, le droit, le fait, le droit, la proposition de juridiction. Il y a une dizaine de pages, 3 ou 5 pages. En tout cas, parce que je devrais vous demander, dans la folie de la question du collègue Moureau, est-ce que vous savez que à cause d'un encombrement de la cour d'assises de Mons, on avait décidé de correctionnaliser l'affaire? Vous avez souvenance de cette affaire-là? Oui. Ah non, je n'ose pas dire que cette affaire-là était correctionnalisée, mais je sais bien que la cour d'assises de Mons est encombrée et qu'on a parfois, avec le service de M. le procureur général, des divergences de vues sur des affaires que l'on veut absolument renvoyer aux assises et que M. le procureur peut-être est contraint de ne pas renvoyer. Échanger mais tous les dossiers, sur le cas du trou, sur la correctionnalisation. Vraisemblablement. Très vraisemblablement. Mais comme dans toutes les affaires susceptibles d'être envoyées aux assises. C'est intéressant d'avoir ces documents. documents. Je pense. Je vais le demander. En fait, c'est le courrier, c'est le courrier qui suit le dossier. Collègue de Crolly. Merci, Monsieur le Président. Dans la foulée de la question avancée par M. Moreau, je voudrais demander à M. de Fourny s'il arrivait souvent que ce type de contentieux entre le parquet de Charleroi et le parquet général montois interviennent. Est-ce que ça arrivait 3 fois par an ou 50 fois par an? Mais c'est pas un contentieux. Je n'aime pas le mot parce que les parquets, c'est quelque chose de hiérarchisé. Ça, il n'y a rien à faire. Celui qui ne sait pas supporter ça, il ne doit pas entrer au parquet. Et il ne faut pas non plus être béni, oui, mais enfin, la hiérarchie, ça peut vous aider de temps en temps quand même. Quand une affaire est difficile, on peut avoir le bon secours de la hiérarchie. Mais non, il n'y a pas souvent eu si vous appelez ça contentieux, en tout cas de discussion épistolaire là-dessus, mais il est évident qu'à partir d'un certain moment, mais que je ne sais pas situer, il est évident que les affaires de la cour d'assises du Hainaut ont pris une importance considérable. Je me demande si maintenant ils ne siègent pas 2 fois par mois ou quelque chose comme ça, de manière constante, alors que moi, au début, je connaissais une affaire d'assises tous les mois, tous les 2 mois, pour Charleroi en tout cas. Il est évident que les substituts ont parfois le réflexe de correctionnaliser des affaires qui peut-être bien, si la cour d'assises était vierge de tout rôle, on pourrait prendre le temps de les renvoyer en cour d'assises. Maintenant, c'est une question d'impact, parce qu'il y a même des peines correctionnelles qui, au fil des années, moi je n'ai plus le code pénal en tête, mais il y a tout de même que le tribunal correctionnel peut tout de même aller dans certains cas, même jusqu'à 20 ans de prison, et toutes les cours d'assises ne donnent pas 20 ans de prison. Mais le compte, c'est pas... Il y a eu des discussions, il y a eu des décisions du procureur général de renvoyer certaines affaires en correctionnel, et il y a eu des cas, là, à mon avis même la majorité, où le procureur général se rallie aux propositions du substitut de déférer l'affaire en cour d'assises. C'est pas terminé. Collègue de Crolly. Une autre question. En 86, Dutroux est condamné pour des viols de mineurs sur 5 personnes, avec séquestration, vol, port d'armes prohibées. Monsieur de Fourny, est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de criminels de ce type-là, un arrondissement comme celui que vous aviez en charge, peut comporter? Je n'en sais rien. Qui ont été condamnés? Oui. Je n'en sais rien. Parce que je n'en sais rien. C'est relativement grave, ça paraît pas trop fréquent, ou c'est quand même relativement... Je peux vous dire que dans ces circonstances de fait-là, mais je ne les connais pas. Je crois qu'on voyait une camionnette à l'époque, etc. Ou d'un camion, c'est tout ce dont je me rappelle. Je pense que c'est le seul dans ces circonstances-là. Mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas vous dire le nombre de criminels graves
qui ont eu la peine de mort à cour d'assises sur 20 ans de carrière, ça, je ne sais pas vous le dire, ça. Parce que la question que je me pose, en fait, c'est celle-ci. Tout à l'heure, à propos des aspects vol et de la discussion qui est intervenue sur la manière dont les choses se regroupaient, vous dites, eh bien, il y a un moment où on regroupe les dossiers, on va voir dans différents casiers, on recentralise, on coordonne les substituts, etc. Et vous ajoutez juste après, et dans un certain nombre de cas, bien sûr, il y a des listings informatiques, mais il y a aussi nos listings à nous, nos propres mémoires qui interviennent. Et je me demande comment il peut s'expliquer que sur Dutroux, dont vous dites souvent ici, moi je n'en ai pas entendu parler, ou dans le cadre de l'opération Décime, ce nom ne m'a pas frappé, je ne comprends pas qu'à propos de Dutroux, la mémoire, ne fût-ce que cette mémoire-là, n'est pas jouée, puisqu'il s'agissait quand même de quelqu'un d'assez exceptionnel. Je ne sais pas me mettre dans la tête de mes collègues, mais il est évident que si on prend comme base de raisonnement que Dutroux était le plus grand criminel de l'arrondissement de Charleroi et que par conséquent il avait été remis par erreur en liberté conditionnelle et que par conséquent il ne pouvait plus bouger le petit doigt, c'est évident que alors la machine n'a pas fonctionné, ça c'est clair, ça, je ne sais rien dire contre ça, mais je me pose la question moi, mais je ne sais pas répondre à ça, mais je me la pose régulièrement et je la repose aujourd'hui. Est-ce que un criminel, un assassin, un criminel grave remis en liberté conditionnelle, est-ce que les faits de vol qu'il avait commis ou dont il était soupçonné, ça, je ne sais pas s'il a été condamné pour ce vol, je n'en sais rien, est-ce que ça impliquait automatiquement qu'on savait qu'il commettait de nouveau des crimes, etc. C'est ça que je veux dire. Vous avez aussi des gangsters et des assassins qui sont mis en liberté et qui rossent leurs femmes et qui volent une voiture, etc. Là, il y a évidemment un point, ça c'est vrai. Ça dépend du présupposé de raisonnement que vous prenez. Savait-on que parce que, comment dire, on avait mis en instruction des affaires de vol, savait-on que, voilà, il se passait des drames comme ceux-là, ou qu'il allait les faire, voilà. Alors on peut dire aussi que la prudence était de le remettre en prison tout de suite. Ça, c'est possible. Mais je ne sais pas répondre autrement. Oui, enfin, il ne s'agit pas seulement des questions de vol, on informe quand même, on est en train de faire des caches pour mettre, pour y placer des enfants. Donc c'est quand même assez... Mais alors, M. Morio, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été arrêté du chef d'enlèvement d'enfants s'il faisait des caches pour mettre des enfants. Ouais, ça, je ne comprends plus. Je ne comprends plus du tout. Le dossier avec voilà. 2 gens qu'il a somnifiés et qu'il a retenus chez lui. Il les a séquestrés. Oui, mais ça, Monsieur le Président, vous me posez des questions sur un dossier que je ne connais pas. J'ignorais que Dutroux avait séquestré des gens avant. Non, mais pour être clair dans la question que je posais, donc on sait qu'il a séquestré, qu'il a violé 5 personnes, dont une de 11-12 ans. Oui. Alors par après, on apprend qu'il est en train de mettre en place tout un système par une information. Moi, la question que je me pose, est-ce que vous trouvez normal qu'à ce moment-là, on ne fasse pas le rapprochement? Je suis tout à fait normal qu'on ne le fasse pas si c'est bien l'information qui est tombée. Voilà, c'est évident ça. Si vous me dites que le bonhomme commence à faire des réseaux et est en train de séquestrer des jeunes filles, etc., je vois pourquoi on n'a pas mis ça à l'instruction et nécessairement d'arrêt tout de suite. La révocation de la libération conditionnelle était un problème annexe dans les mois qui suivaient, quoi. Je suis d'accord. Collègue Landot. Collègue Landot. Monsieur le Président. Ah oui. Il y a... Je exprimerai en néerlandais. Oui, ça marche. Als ik even mag, daar... Permettez-moi peut-être... in verband met de voorwaardelijke... de dire la chose suivante. Kanaal 2. Le canal 2, c'est en néerlandais. C'est le canal 1. Parfait. Oui. In verband met de voorwaardelijke invrijheidstelling van Dutroux, la libération conditionnelle de Dutroux. Begrijp ik niet helemaal uw Je ne comprends pas tout à fait la manière dont est organisé votre parquet. Alors je résume quelque peu en embrayant sur un certain nombre d'observations déjà formulées. J'ai entendu que votre parquet était organisé de manière à attendre les procès-verbaux avant le week-end. Eh bien oui, c'est cet exemple-là que je l'avais entendu, le mardi avant le week-end. J'ai entendu également que lorsque la police était choquée, elle pouvait également rédiger un
PV à propos du libéré conditionnel. J'ai également appris qu'il n'y avait pas de listing à votre époque sur les personnes mises en liberté conditionnelle. Mais dans le dossier à propos du libéré conditionnel, je constate, et je fais le rapport avec le texte de la loi, mais quelle est la valeur d'une loi, n'est-ce pas? Pour dire que la loi stipule sur le contrôle du libéré conditionnel que ce contrôle incombe au parquet. Et en consultant le dossier de l'intéressé, Dutroux, je constate que le ministère décide en effet par le biais des canaux appropriés de contacter le parquet. Cela n'atterrit pas sur une liste, certes, mais c'est tout de même arrivé au parquet. Or, ce qui est bizarre, c'est qu'en mars 1994, au titre de ce dossier, le parquet de Charleroi pose une question à l'administration nationale sur la manière dont l'intéressé respecte les conditions. C'est une question posée dans le cadre d'une discussion sur les droits parentaux. C'est étonnant, disais-je, parce qu'à la même époque, au plan pénal, l'une ou l'autre chose se déroule sous la responsabilité du même parquet de Charleroi. Alors je vois qu'il y a certaines frictions dans ce dossier, frictions que je lis dans les notes de l'administration, frictions qui poussent le parquet à poser cette question. Bon, c'est une note dont vous ne pouvez pas avoir connaissance, parce que c'est une note qui figure encore dans le dossier. Et dans cette note, on s'interroge sur la possibilité que le parquet n'exerce pas sa tâche. On se demande même comment il est possible que le parquet n'ait pas de contact avec l'assistance sociale sur place, ne fût-ce que pour s'enquérir de la situation de l'intéressé. Alors voici ma question. Est-ce que, depuis 1982, les choses ont toujours été ainsi, à savoir que votre parquet ne respectait pas l'obligation légale de contrôler les libérés conditionnels? Voici. La commission m'a posé des questions sur des listings et des modes de recherche. J'ai répondu qu'il n'y avait pas de listing des libérés conditionnels. Tous les libérés conditionnels dans tous les parquets de Belgique ont un dossier particulier, qui n'est pas le dossier d'instruction ni du parquet, qui se trouve dans un secrétariat spécialisé qui est le secrétariat d'exécution des peines. Et tous ces libérés conditionnels ont un dossier à leur nom, indépendamment éventuellement des affaires pénales qui seraient en cours. Même s'il n'a pas de nouvelles affaires pénales, il a ce dossier qui est le dossier qui gère la libération conditionnelle. Ça n'a rien à voir avec la question qu'on a posée tantôt. Si on m'a demandé s'il y avait un listing, c'est évidemment dans l'esprit de savoir si on faisait des recherches particulières à l'égard de certains libérés conditionnels criminels par définition. À cela, j'ai répondu non. Mais comme tous les policiers, comme le parquet, ont un dossier de libéré conditionnel, il est évident que quand ils font une enquête particulière et qu'ils voient dans les antécédents ou dans le casier judiciaire ou dans l'informatique criminelle que cette personne est aussi libéré conditionnel, il est évident que ça attire spécialement l'attention du policier qui ne rate pas l'occasion de le faire savoir au parquet. Maintenant, je ne sais plus quel est votre collègue qui m'avait posé cette question du substitut, qui avait écrit administration pour savoir si Marc Dutroux respectait ces conditions de libération conditionnelle. Je pense que c'est à ça que votre question vient. Au moment où votre collègue m'a posé cette question, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on écrivait à l'administration pour demander si un libéré conditionnel respectait ses obligations. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est envoyer un simple mot ou un coup de téléphone à la gendarmerie locale, à la police locale, au service de probation s'il y a moyen, ou à l'assistance sociale. Mais moi, de mon point de vue, quand il faut vérifier si quelqu'un se tient convenablement ou respecte des conditions de libération conditionnelle, dont certaines d'ailleurs n'ont aucun caractère pénal, il faut bien savoir ça, c'est la gendarmerie ou la police qui fait ça. Et ça se fait par la voie du dossier de libération conditionnelle du secrétariat. On demande, donnez-moi le dossier de libération conditionnelle d'un tel, et on demande à la police, monsieur le commissaire de police, vérifier si ce monsieur, par exemple, travaille, se conduit bien, etc. Ça se fait par la police. Je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison a poussé ce collègue à écrire à l'administration de Bruxelles pour savoir que, alors si le fonctionnaire n'est pas content qu'on ne faisait pas son métier, je suis d'accord. Mais je ne sais pas je ne connais pas le fait qui a provoqué cela.
C'est pas l'administration centrale de Bruxelles de savoir, parce que je dois vous dire que la vie quotidienne fait que, au contraire, c'est Bruxelles qui nous demandait si certains libérés conditionnels se conduisaient bien. Donc on le faisait pour eux. Mais ça, c'est une affaire en sens inverse, mais je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que le substitut vous explique. Dans ce cas, savez-vous qui était le substitut responsable de ces dossiers de libération conditionnelle? Collègue Landert, je vous avais signalé que le témoin avait déjà répondu que c'était le substitut procureur du roi chargé d'un dossier qui était susceptible de rencontrer le nom d'un libéré conditionnel et que c'était à lui de réagir. Oui, mais permettez-moi peut-être de vous préciser de quoi il s'agit. Je réagis au fait que d'après lui, il s'agit de deux choses différentes, que de coordonner le dossier d'une enquête contre quelqu'un et le fait qu'une fois que quelqu'un a été mis en liberté conditionnelle, on obtient une décision ministérielle de constituer un dossier et que dans ce cas-là, il y a un responsable de l'exécution des peines qui suit ce dossier. Alors, compte tenu de l'observation entendue, au titre de laquelle il n'est pas normal qu'un membre de son parquet s'adresse à l'administration, je voulais savoir qui était responsable de ce service qui, visiblement, dans le dossier qui nous intéresse, n'a pas fonctionné. Je dois vous dire que, pour être très clair, parce que tout ça se fait dans des questions d'organisation de services, donc j'ai expliqué tantôt comment les dossiers arrivaient chez un magistrat pour l'information, chez un autre juge d'instruction pour l'instruction. Je dois vous dire que l'exécution des peines, dans le cadre de laquelle rend la libération conditionnelle, est en général traité par le magistrat qui a pris le dossier à l'audience, qui a requis à l'audience et qui a obtenu ou pas la condamnation. Pourquoi? Parce que le dossier qui est à l'audience est un dossier qu'il a bien connu, qui a vécu à l'audience. Il y a des impressions d'audience qui sont différentes, des éléments d'audience qui sont après l'instruction qui sont nouveaux. Et une fois que le jugement est tombé, il y a sous le jugement le nom du substitut à l'audience qui a été, et c'est lui qui garde le dossier pour l'exécution des peines et pour la libération conditionnelle. Ça, c'est encore une pure question d'organisation. Ça n'a rien à voir avec une spécialisation quelconque du substitut. Mais je ne suis pas du tout certain, et ça, je n'en sais rien, il faudrait que je voie le papier ou que j'en discute, ce que je ne ferai pas, sans doute. Il faudrait que je voie si le substitut qui a écrit à l'administration est le substitut qui s'occupait de ce dossier-là. Parce que dans d'autres services du parquet, à la jeunesse, quand on a une affaire de parents, je ne sais pas moi, dans des enquêtes de moralité pour d'autres demandes, on peut très bien avoir dans les renseignements fournis par l'informatique nationale le renseignement que ce monsieur est à libéré conditionnel. C'est une erreur là-bas, mais ce substitut a peut-être bien pu demander, tiens, il est libéré conditionnel, je vais un peu voir comment il est, et je vais demander à l'administration. Je ne comprends pas pourquoi il a demandé à l'administration, mais je ne suis pas sûr non plus que ce substitut-là dont vous parlez, c'est le même que celui qui s'occupait des libérations conditionnelles. C'est peut-être par hasard, c'est peut-être pour une autre affaire qu'il est avec l'administration. Là, je ne sais pas répondre à ça. Vous comprenez? C'est ça que je ne sais pas répondre. Je ne suis pas sûr. Mais ce que je ne comprends pas dans ce que vous avez dit, c'est que même la personne qui commence une enquête pénale ou qui coordonne toutes les recherches contre une seule et même personne, ainsi que le procureur, qui apparemment dans ce cas était le procureur qui assistait le tribunal de la jeunesse, qu'il n'ait pas de lien direct avec le procureur qui suit l'application des peines. Là, apparemment, il y a une erreur de communication. D'ailleurs, également, dans la collecte de données au sujet de personnes, vous avez dit que tous les procès-verbaux que vous avez au sujet de la personne sont réunis, mais pas le fait que cette personne était libérée conditionnelle. Mais je crois que Ah non, mais attention, oui, je réponds oui. Je réponds oui parce que je ne vais pas entrer dans trop de, détails. Mais il est un fait que par secteur du parquet, il n'y a pas, on peut appeler ça comme ça, une coordination constante. Maintenant, je me pose la question de savoir si c'est obligatoire, jeunesse, pénale, civil, roulage, tout ça. La coordination, elle est bonne quand elle marche, mais elle a un très grave défaut, quand on la fait les yeux fermés et non-stop, je dirais, c'est qu'elle noie les services sur des choses dont ils n'ont pas besoin. Alors tout le monde est content, on a coordonné, on a donné tous ces dossiers à tous les autres, mais les autres n'en ont pas besoin.
Bon. Ce qui nous replace au début, et c'est là qu'il y a parfois des catastrophes, et c'est peut-être là qu'il faudrait tout le temps rechercher et taper avec le marteau sur le clou, c'est qu'il reste une partie d'appréciation, de vista dans certaines affaires, de sentir l'avenir, de savoir celui-là ça va, celui-là ça ne va pas. Là, il y a une question d'appréciation que la coordination ne donnera pas. Parce que la coordination, elle ne donne pas un tel est un sale criminel, dépêchez-vous de l'arrêter. C'est pas ça que donne la coordination, elle ne dit pas ça aux voisins qui ignorent tout. La coordination, elle dit, écoutez, on le connaît là, on l'a déjà vu ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il reste toujours une décision à prendre, et c'est là qu'il y a un élément qui de temps en temps rate. Ça, c'est certain. Alors, l'élément de libération conditionnelle, dans la plupart des cas, parce que je l'ai expliqué au début, la libération conditionnelle n'est plus, si vous voulez, une arme pénale d'arrestation. En fait, le mot me vient maintenant. Je vais vous expliquer tantôt que de temps en temps, le cas était plus ou moins rare, que quand un substitut avait un inculpé en main, il arrivait qu'il le réintègre directement en prison, il mettait fin le jour même à la libération conditionnelle, sans s'occuper de savoir ce que le juge d'instruction allait faire de lui, etc. Directement. Et il fallait, quand c'était le week-end, c'est toujours le week-end que ça arrive, ces affaires-là, il fallait dès le lundi ou le mardi faire porter ou écrire au département pour bien dire que ce monsieur était réintégré à la prison parce qu'il n'avait pas respecté. C'est le seul cas, si vous voulez, où la coordination se fait des visus à ce moment-là, mais il a été mis fin à cette pratique, je ne sais plus vous dire la date, parce que je crois qu'on en est revenu à une pratique qui est devenue celle-là, qu'on attendait pour révoquer la libération conditionnelle qu'il y ait des condamnations. Ce qui, par définition, ne se passe pas quand vous avez un comportement. Mais je veux encore bien dire jusqu'au bout qu'on peut tout de même, malgré que c'est peut-être une pratique, on peut tout de même essayer et insister pour obtenir encore maintenant des révocations de libération conditionnelle. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut peut-être être mieux armé. Il faut plus gros que de dire, écoutez, on a mis en instruction pour des vols, et puis le lendemain, il faut écrire, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais on a eu le cas, il faut écrire que le juge d'instruction n'a pas décès d'arrêt, il faut écrire que le type est rentré chez lui libre directement, il faut écrire tout ça et obtenir une révocation de libération pour ça. Ça me paraît un peu difficile. Voilà ce que j'ai voulu dire. Ja, collega Landuit, want collega Van Deurzen. Oui, Monsieur Landuit, encore une petite question à ce sujet. La politique que vous avez décrite, que seul après une condamnation définitive, on révoque la liberté conditionnelle, depuis quand, à quel moment cette pratique a-t-elle été changée? La date exacte, parce que ce sont des pratiques d'ordre administratif, et nous faisons partie pour cela de l'administration, qui arrivent tout doucement comme ça, et on ne dit pas à partir d'aujourd'hui. Par exemple, on vous dit, vous vous apercevez que depuis... que sur 5 ou 5 rapports de libération conditionnelle, il y a la révocation pour un, par exemple, des choses comme ça. Ou bien vous avez une dépêche du ministre ou du procureur général qui dit, écoutez, maintenant, il faut que ce soit plus... Vous n'avez pas obtenu la révocation parce que ce n'est pas suffisant. C'est comment? C'est une jurisprudence qui se fait comme ça. Peut-être bien qu'on trouvera dans les dossiers du parquet une date, mais ça, je ne sais pas vous la dire. Mais je ne sais pas souvenir qu'on a eu une directive qui dirait qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne pense pas. Et c'est à quel niveau que vous avez pris cette décision? Dans votre arrondissement judiciaire ou... Non, mais ça, on ne le sait jamais. Tous les parquets, tous les tribunaux, comme ils sont divisés, comme la Belgique est divisée en arrondissements, tous les parquets et les tribunaux correspondent eux-mêmes directement avec le procureur général et avec la justice. Alors parfois, dans certaines affaires, c'est écrit noir sur blanc, on sait que la justice, le département, intervient pour toute la Belgique. C'est le cas des grosses circulaires, mettons. Mais parfois, c'est des cas particuliers pour vous. Vous ne savez pas si c'est la même chose pour le cas particulier d'un autre voisin. Vous comprenez? On ne sait pas savoir ça à chaque fois. Collègue Landuit. Une dernière question encore. Puis-je dès lors dire que le parquet, s'il y a des problèmes familiaux, qu'en fait, à ce moment-là, le parquet ne suit pas la révocation ou la libération conditionnelle? Quand quelqu'un est libéré conditionnellement, la police est avertie par le parquet qu'il y a un libéré conditionnel, elle reçoit l'arrêté ministériel, elle reçoit les choses, la police reçoit un certain nombre d'indications relatives, mais on ne va pas tous les mois voir automatiquement par un devoir du parquet si l'intéressé se conduit bien ou non. Ça n'est pas régulier ni automatique, ça c'est vrai. Collègue Van Deurzen.
Monsieur Van Deurzen. Oui, sur le même thème, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'ai bien compris, ayant entendu la réponse à la question de notre collègue Landuit, qu'il y avait une sorte de politique pour la révocation des libérations conditionnelles et que cette politique, en fait, est faite de façon implicite par l'expérience, par la correspondance, par la décision, que l'on sent qu'effectivement une autre politique se forme. Mais si je vous ai bien compris, il n'y a pas eu de discussion horizontale et on ne sait pas, donc, pour les différents parquets, quelle est la politique qui devrait être appliquée. En fait, c'est une sorte de politique implicite qui se développe. Alors, est-ce que j'ai bien traduit ce que vous avez dit? Est-ce que c'est bien le cas? Oui, c'est une traduction correcte, mais oui, c'est tout à fait correct, à laquelle je vais ajouter quand même qu'il faut bien savoir qu'en matière d'exécution des peines, c'est une matière, je dirais, de l'exécutif, et qu'en fait, je ne rejette pas du tout la responsabilité du parquet sur autre chose, qu'en fait, ce sont des pratiques, des circulaires et des pratiques ministérielles que les parquets acceptent à ce moment-là en tant qu'agent de l'administration centrale. La seule nuance qu'il faut garder, c'est qu'évidemment, dans certains cas, en insistant, le parquet peut faire une exception à cette politique. On pourrait très bien insister pour obtenir, malgré tout, une révocation. C'est le même système que les courtes peines. Il y a certaines peines qui ne sont pas exécutées automatiquement par directive administrative. Le parquet ne les exécute donc pas et ne s'en occupe pas. Dans certains cas, il arrive que tout de même, on veut obtenir l'exécution d'une peine plus courte. Et alors, parfois, on l'obtient. Mais c'est un travail particulier dans la pratique. La loi dit que, effectivement, tous les parquets doivent effectuer un contrôle sur le comportement des libérés conditionnels. Donc, je suppose que c'est là quelque chose qui incombe à tous les parquets. Si j'ai bien compris, dans votre parquet, cette tâche n'avait pas été attribuée à un substitut particulier. On avait décidé que le magistrat qui avait requis à l'audience était celui qui, effectivement, suivait le libéré conditionnel. Puis j'ai également supposé que dans d'autres parquets, on pourrait tout à fait concevoir une autre formule d'organisation et que par exemple, dans un parquet qui est voisin du vôtre, on pourrait dire on nomme un substitut qui spécifiquement devra recevoir toutes les informations au sujet des libérations conditionnelles et ce substitut serait alors chargé de la surveillance de cette personne. Mais c'est possible que ça existe dans d'autres parquets. Oui, c'est tout à fait imaginable et je pense d'ailleurs qu'il existe des parquets où il y a des magistrats qui sont spécialement chargés de tout l'ensemble d'exécution des peines, mais les parquets sont vraiment organisés différemment d'un coin à un autre du pays. Mais c'est très possible et c'est peut-être même tout à fait souhaitable. Je n'en sais rien. Le contrôle du fait que dans votre parquet et dans d'autres parquets, la mission légale est effectivement et continuellement exécutée. Il y a d'autres missions, mais cette mission-là qui est également celle du contrôle des libérés conditionnels. Et le fait que votre parquet en est chargé, est-ce que cela est contrôlé? Est-ce que cela est contrôlé par le parquet général? Est-ce que le parquet général fait bien à ce que les parquets effectuent leur mission, à ce que les parquets soient organisés pour bien mener leur mission de façon efficace? Y a-t-il quelqu'un qui est responsable vis-à-vis de vous pour cela, qui assume cette tâche donnée par le législateur? Je pense que nous avons déjà entendu une réponse à cette question. Je ne sais pas vous dire si au niveau du parquet général, vous vouliez dire, s'il y a quelqu'un qui spécialement a mis l'œil sur cette façon de faire. Système que vous avez. C'est-à-dire que le système que j'ai, moi, il n'a jamais été critiqué, tout ce que je peux vous dire. Et on ne m'a jamais demandé d'en mettre un autre en place, parce que, Est-ce qu'on vous a demandé des renseignements, de savoir comment chez vous on fait ça? Non, jamais. Jamais. Non. Donc personne n'a évolué les pratiques qui existent chez vous dans le parquet? Non. Le pratique, c'est de faire le dossier, d'avertir la police et de recueillir les éléments défavorables. Sur un dossier, on suit le dossier, mais pas le système d'organisation. Non. Y a-t-il encore un commissaire qui veut poser une question?
M. Eerdekens et M. De Crolly. Collègue Eerdekens. Une question encore, Monsieur le Président. Donc, M. Dutroux est libéré conditionnellement le 8 avril 1992. Des conditions sont évidemment fixées dans l'arrêté de libération, 6 conditions. Mais en novembre 1992, 6 mois après, c'est l'émission au nom de la loi de la semaine dernière qui l'a révélé, Dutroux est intercepté par le personnel de la patinoire de Charleroi qui appelle la police de Charleroi au motif qu'il lui reprochait d'avoir eu une attitude plus qu'équivoque et d'avoir eu des attouchements sur une des 3 petites filles concernées. Est-ce que vous avez été avisé personnellement de ces faits? Et à défaut, est-ce que votre parquet l'a été? Je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas été avisé. Et je ne sais pas si le parquet a été avisé. Je n'en sais rien. Je dois vous dire que je retourne très très peu à mon ancien parquet. Je trouve que ce n'y a plus ma place, mais à l'époque, je n'ai pas été avisé. J'ai appris ça par la presse. Collègue de Crolly. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de questions ce matin de l'opération Décime. Est-ce que vous pourriez nous dire, de votre point de vue, selon votre expérience, en général, quel est l'objectif poursuivi par une observation de ce type-là? Je ne connais pas l'opération Décime. Dans les plans mémoires, si on pouvait me la rafraîchir dans l'avenir, alors je ferai peut-être marche arrière ou amende honorable, mais vraiment ici, je ne sais pas vous dire sur quoi. C'est une opération d'observation. Au fond, sur quoi elle portait, mais l'observation, il y en a des multiples, comme j'ai dit ce matin. C'est toujours pour obtenir, si vous voulez, je dirais, des points de chute, quoi, savoir où il faut aller dans une enquête ultérieure, c'est ça, là, pour trouver éventuellement des complices, des contacts, des points de chute, des maisons, des hangars, des cages, des voitures utilisées. En fait, une observation, ça sert à préparer, si vous voulez, un dossier de procédure, en fait. Hein. Ça ne sert à rien d'arrêter tous les gens qui roulent dans une voiture de telle marque si, pour être plus rentable, plus rapide et plus efficace, on peut cibler exactement la voiture qu'il faudra éventuellement intercepter quand un tel rentrera dedans. Ça peut aussi être utilisé pour rassembler des preuves ou pour en trouver. Pour rassembler des preuves. Mais je n'ai jamais eu le cas. Qu'est-ce qu'une observation pourrait donner comme preuve? Je ne vois pas très bien. Je ne suis pas tellement sûr. Peut-être bien que si une observation montrait que 2 personnes s'échangent l'objet d'un vol, évidemment, là, ça pourrait servir de preuve. Mais je ne pense pas que les observations, en réalité, vont jusque-là, parce qu'elles commencent toujours à un moment où, bon, il y a des soupçons, mais il n'y a encore rien de fait. Je pense. Madame Herzé. Oui, Monsieur le Président. 2 dernières petites questions pour clarifier vraiment mes idées, Monsieur Defourny. Donc, vous trouvez normal que dans l'enquête sur les vols commis par Dutroux en octobre 93, personne n'ait su, 1, qu'il était libéré conditionnel, et 2, ce qu'il avait fait avant? Mais je ne dis pas que personne n'est su. Je crois que dans le dossier ou dans le casier judiciaire qu'on demande à l'instruction, il doit être marqué libéré conditionnel. Et personne ne s'en est inquiété. Je pense que ces antécédents judiciaires sont au dossier s'il est renvoyé. Ça, c'est sûr. Ça donne la condamnation de 85 doyenne au casier judiciaire. Et vous trouvez alors normal qu'on n'ait pas fait d'autres devoirs, qu'on n'ait pas donné une autre suite à cette enquête, soi-disant, sur les vols? Connaissant ce qu'il avait fait, connaissant ses antécédents de viol, de séquestration, de torture, etc. Vous trouvez normal la suite apportée à l'affaire? Mais je ne la trouve ni anormale, ni normale. Mais ça se faisait comme ça? Mais si vous avez un dossier de... Est-ce que c'était... Je ne sais pas ce que c'était comme dossier de vol. C'était les vols en 93. Oui, mais c'est des vols, quoi. Il avait été arrêté par le juge d'instruction. Ben oui. Je ne sais... Non, c'est pas normal. Bon, mais alors, comme j'ai répondu à votre collègue tantôt, est-ce que quand on met un dossier de vol à l'instruction, on se doute un seul instant qu'il y a autre chose derrière? Si on s'en doute, il faut le faire. Si on ne s'en doute pas, on peut avoir commis une erreur en ne s'en doutant pas, ou bien on a raison de ne pas s'en douter. Je ne sais pas répondre autrement. Quand vous posez la question, c'est pas normal, parce que vous faites l'histoire depuis 1995 à recours. Tout le monde aurait dû faire l'histoire depuis 85. Oui, je sais bien, mais le parquet, il a des éléments pour agir, le juge d'instruction aussi, le policier aussi, mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière la tête des gens. Hein. Deuxième question, si vous voulez bien, Monsieur Defourny, si Dutroux avait été traduit en cour d'assises et pas en correctionnel, croyez-vous qu'on aurait traité l'affaire avec moins de légèreté et comme pas une affaire du tout venant, comme vous l'avez dit? Est-ce que ça aurait un impact sur la suite? Le procès? Non, et toute la suite de l'enquête. Est-ce que le fait d'être en cour d'assises attire plus l'attention après si se produit des faits? En cour d'assises, on risque une peine beaucoup plus grosse, ce qui reporte le problème, évidemment. Et quand on refait un délit, je suppose que l'attention est quand même attirée de façon plus particulière. Ce n'est plus du tout venant à ce moment. Ou bien est-ce qu'on aurait traité l'affaire de la même façon pour la suite? Ça, je ne sais pas.
qu'est-ce que je peux répondre à cette question? Il est évident qu'une affaire d'assises, ça a un impact par un certain nombre de temps, mais ça dépend du genre d'affaire d'assises, de la condamnation, Oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire si le... Je crois que la police aurait avisé la libération conditionnelle, qu'elle aurait aussi fait ses procès-verbaux. Si, je ne sais pas si ça aurait changé fortement la méthode de surveillance du parquet de Charleroi. Je n'en sais rien. Au début peut-être, mais pas les années passant. Pas les années passant. Collega De Waal. Meer algemeen, meneer de voorzitter, De façon plus générale, Monsieur le Président, le magistrat ne m'en voudra pas si je constate que le fil rouge dans ses réponses, tel que je le décèle, est que très souvent il ne savait pas qu'un nombre de choses se déroulaient mal. Qu'ici et là il y avait peut-être une réaction, que souvent il n'y en avait pas du tout. De toute façon, j'ai le sentiment qu'en tant qu'ex-chef d'un parquet, il n'était pas vraiment le pivot dans la lutte contre la criminalité. Et c'est probablement un euphémisme que j'utilise là. Ma question est très simple. A-t-il le même sentiment? A-t-il peut-être une explication à l'adresse de la Commission? Peut-il peut-être nous dire, vous savez, j'essayais, mais je disposais de trop peu de moyens, ou j'étais entravé, empêché ici et là, ou bien est-ce normal? Moins on veut en savoir, moins on en sait, moins on rencontre de problèmes. Je sais que c'est un peu cru, mais je reste avec ce sentiment de malaise. En d'autres termes, est-ce un problème de manque de moyens ou bien est-ce un problème de manque de volonté? C'est ma première question. Deuxième question, elle rejoint la première. Le déroulement de votre carrière est tout de même étrange. Alors nous sommes là pour poser des questions qui s'imposent, mais je vous demande si quitter le parquet pour aboutir au tribunal du travail est un déroulement de carrière qui n'est pas justement la conséquence de cette situation. Oui, enfin, les questions brutales peuvent parfois éclairer le débat. Je sais bien, mais ça, nous parlons ici d'une affaire particulière, et je m'en doutais bien avant d'arriver devant la commission, qu'en disant à la commission que je ne savais pas ceci ou cela, on devait immanquablement en déduire que le procureur du roi n'était pas capable, n'était pas en mesure de surveiller son parquet. Voilà. Moi, je dis simplement qu'il y a plus de 220 000 dossiers par an à Charleroi, que j'ai 30 substituts pour les faire, que je faisais les affaires graves, difficiles et ennuyeuses qu'on me signalait. J'avoue, puisqu'il faut avouer, j'avoue que je n'allais pas tous les jours dans les bureaux des substituts pour leur demander s'il y avait une affaire grave dans laquelle je devais les aider. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, quant à pouvoir et vouloir, là je réponds très honnêtement, et j'espère que les autres magistrats qui comparaîtraient devant la commission le diront, il n'y a rien de plus insensible, comment dire, ou qu'en dira-t-on, ou au vouloir que des magistrats, et notamment des parquets. Je crois que dans les parquets, on traite assez bien d'affaires graves, on traite assez bien d'affaires difficiles, et certainement, on veut arriver au bout. Pouvoir, là, il y a deux sortes de limites. Il y a deux sortes de limites. Il y a d'abord le fait que, et ça, il faut me le rappeler de temps en temps, que même le policier le plus distingué et le plus percutant ne parvient pas toujours à obtenir la vérité de quelqu'un, parce que c'est une illusion de croire que quand on a quelqu'un, même en garde à vue à la police judiciaire, celui-ci dit la vérité et facilite la besogne des autres. Ça, c'est de la vaste blague, et c'est de plus en plus de la blague. On s'étonne parfois que des dossiers durent 3, 4, 5 ans, mais c'est parce qu'on ne parvient pas à obtenir la vérité dans cette affaire. Alors, du point de vue des moyens, donc ça c'est le pouvoir, du point de vue des moyens, il y a là certainement une limite aussi. Je tiens très fort à cette idée qui m'est venue tout doucement au cours de mes fonctions, c'est que pour finir, les parquets, ils ne travaillent, je caricature un tout petit peu, ne travaillent qu'avec des antennes qui ne lui appartiennent pas. Ça, c'est mon résumé. À part la police judiciaire qui, encore à Charleroi, est dans le bâtiment, ailleurs elle est bien souvent en dehors, la gendarmerie, la police communale, les services extérieurs, assistants sociaux, etc., ne dépendent pas du parquet.
En fait, ce sont ces collaborateurs qui sont réunis par le fil conducteur de la loi, ce qu'on appelle les réquisitions. On peut envoyer un papier à un gendarme pour qu'il fasse ça, mais ce n'est pas le parquet qui gère en détail la gendarmerie. Comme je disais tantôt, quand il faut avoir des hommes, on les demande à la gendarmerie. Ça, c'est le premier point. Donc, on travaille avec des antennes extérieures dont on n'est pas les chefs. Je ne sais pas si on doit l'être ou non, mais c'est un fait. On ne dirige pas les effectifs et on ne met pas... Quand les effectifs viennent, ils viennent en accord avec une autre autorité. Segundo, il faut tout de même se rendre compte également, c'est une limite normale, mais qu'on a parfois difficile à expliquer, la procédure elle-même, ou même les relations internationales rendent certains devoirs longs. Je ne dis pas pénible parce que c'est notre métier, mais c'est long. C'est très très long, dans certains cas, de faire une commission rogatoire en France. Je caricature de nouveau un petit peu, mais c'est la vérité. C'est très difficile d'aller à Lille. Faire une commission rogatoire en France, je prends la France parce que c'est notre aimable voisin, c'est difficile. En Hollande, c'est parfois encore terriblement difficile, parce que c'est pas le même droit, c'est pas la même procédure. Les Français, mon Dieu, c'est encore le code Napoléon, comme ça un peu, qui est un peu le même. Au Luxembourg, c'est encore un peu le code Napoléon, ça va. En Hollande, ça n'est plus tout à fait ce code-là. En Italie, où il a fallu aller souvent à l'époque des affaires Bongiorno et compagnie, c'est extrêmement complexe parce que si mes souvenirs sont bons, il faut traduire en italien sa commission rogatoire. Je dirais presque il faut s'accrocher pour faire une commission rogatoire à l'étranger. D'abord, il faut résumer complètement le dossier, complètement pour les autorités étrangères, parce qu'elles ne doivent pas le lire, elles doivent avoir un compte rendu. Et ensuite, il faut obtenir 2 autorisations qui viennent, hein, mais il faut tout de même les demander. C'est tout le travail en plus, une autorisation du ministère de la Justice d'exposer les frais de voyage en commission rogatoire, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas dire à 2 heures que vous partez à 2h15, hein, et une autorisation de déplacement des policiers. Voilà. Collègue De Waal. Ça, c'est les moyens. Ja, het was een lang antwoord en ook een antwoord op veel dingen die ik niet gevraagd had. Ik had gewoon également une réponse à toute une série de choses que je n'avais pas demandé. J'avais simplement demandé de savoir si le magistrat impliqué part de l'idée qu'effectivement il peut dire à la commission qu'il a rempli cette fonction de chef de corps du parquet de la façon dont on peut s'y attendre de la part d'un magistrat de ce niveau, avec la combativité qui sied à ce genre de poste. Alors j'ai entendu que je suppose qu'il confirme, dont acte personnellement, j'ai mes doutes à ce sujet. Madame Peters. Pour y répondre. Moi, je ne sais pas très bien. Ce n'était pas une question. Voilà, je ne sais pas très bien le procès qu'on me fait ici. Moi, j'ai assumé pendant 13 ans ma fonction de magistrat. Je n'ai eu aucun reproche du parquet général et je suis parti l'âme en paix. Oui. Mais c'est parce que je suis parti qu'on m'a fait le reproche de tout ça. Hein. Collègue Peters. S'il faut m'inculper, il faut entendre les droits de la défense. Madame Peters. Monsieur le Président, une question très concrète. Dans le courant de l'audition, vous avez déclaré que le substitut présent lors de la décision de la peine appliquée aux délinquants était chargé du suivi du dossier. Que se passe-t-il lorsque ce substitut est transféré ou lorsqu'un autre substitut ou de nouveaux substituts changent de fonction? Y a-t-il une liste dans ce cas-là? Comment assure-t-on le suivi du dossier dans ce cas-là? Les dossiers sont toujours répartis dans les magistrats qui succèdent. On donne, par exemple, un substitut quitte son cabinet parce qu'il va ailleurs, et bien ces dossiers sont donnés à un autre substitut qui lui succède, ou bien sont divisés entre 2 substituts qui lui succèdent. Ça arrive fréquemment. Et à ce moment-là, vous avez une liste et vous savez exactement où le dossier concret est allé. Est-ce que vous pouvez le suivre? Est-ce que vous savez, en tant que responsable d'un service, où va tel ou tel dossier? Mais le dossier, il va dans les mains du substitut qui suit. Mais ça, on sait évidemment. Il y a la liste des dossiers répartis. Et je signais ça, c'est dans les ordres de service, en disant tel dossier va chez un tel dossier va chez un tel, ou bien tous ces dossiers-là vont chez un tel. Oui, oui. Vous le savez. Dernière question pour le collègue Morio. Oui, Monsieur le Président, d'abord je voudrais rappeler à Monsieur de Fourny qu'on l'entend en tant que témoin, et en ce qui me concerne certainement, moi je ne fais aucun procès, mais j'essaye de comprendre. Et notamment, je voudrais que vous m'expliquiez, que vous me donniez une explication. Le 16 février 94, nous en avons parlé tout à l'heure, on clôture les observations en disant qu'elles sont infructueuses. Le 7 mars, donc 15 jours, 3 semaines plus tard,
le parquet demande d'urgence à l'administration pénitentiaire si les conditions de la libération conditionnelle de Dutroux sont respectées. En juin, donc nous sommes sur une période de 3 mois, le parquet de nouveau donne des ordres, des devoirs prescrits pour des perquisitions. Donc, ma première question, tout simplement, comment vous expliquez que même si, alors qu'on a abandonné ces observations dont vous dites qu'elles n'ont rien rapporté, moi je vous crois, mais pourquoi est-ce qu'on continue la piste du trou? Et dans ces 3 faits-là, auriez-vous dû être prévenu en tant que procureur général? J'aurais dû être prévenu si on suivait de manière logique et fondamentale une cible grave. Si vous me dites maintenant que tout ça était fait pour un jour sauter sur ce malfaiteur et qu'on cherchait relativement aux disparitions d'enfants, j'aurais dû en être prévenu. Mais je vous réponds que je ne sais pas pourquoi on a été questionné l'administration sur une... ça n'est pas logique, ça, ou à moins qu'on ait une explication péremptoire que je ne connais pas. Et si on clôt une observation, c'est qu'elle n'a rien donné, c'est qu'elle ne parvient pas à se formaliser. Et pourquoi est-ce qu'on recommence 8 jours ou 3 mois après chez un autre, ça je n'en sais rien. Parce que je dois vous dire que dans certaines autres affaires de disparition d'enfants, j'ai eu à titre personnel, parce que des collègues d'autres arrondissements, notamment de Namur, me demandaient, et c'est comme ça qu'on travaille entre nous, de surveiller certains renseignements. Et je me pesais un point d'honneur de transmettre à ce collègue les renseignements qu'on avait donc quand c'était ce genre d'événement, on y faisait attention. Merci. Monsieur De Fourny, nous sommes venus à la fin de l'audition, mais je vous confirme les paroles qui ont été tenues il y a quelques instants par le collègue Moriot. Vous êtes entendu comme témoin. Ni plus, ni moins. Merci. Avez-vous à remettre des documents à la commission, et si oui, lesquels? Je n'ai aucun document à remettre, Monsieur le Président. Alors, je vous signale qu'un procès-verbal sera établi et que vous serez invité en déant la quinzaine à signer votre déclaration. Je vous remercie en tout cas pour votre coopération. Merci beaucoup.